Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel événement dans le cadre des rencontres Orient-Occident. Je me permets juste un petit salut particulier aux jeunes du Forum annuel de la Planta nous font le plaisir et l'honneur d'être là avec nous aujourd'hui pour cette rencontre avec Fouad Laroui, qui est déjà, j'ai pas envie de dire presque un habitué des rencontres, puisqu'il était venu il y a 3 ans pour une discussion littéraire animée par Younes Adjaraï. Et quand j'avais lu l'essai de Fouad Laroui, Plaidoyer pour les Arabes, je me suis dit que c'était vraiment un coup d'éclairage sur ce que toute cette culture arabe a apporté à la culture de l'Occident. Ça méritait vraiment un coup de projecteur sur cette approche. Et je suis ravi qu'il ait accepté de venir, entre autres, nous en parler aujourd'hui, présenté par Saad Tazi, que je me réjouis aussi d'accueillir pour la première fois, j'espère pas que ce sera la dernière, ici au Château Mercier, pour présenter et animer cette discussion. Donc merci à vous, messieurs, d'être là et bonne rencontre et bon échange. Merci. Merci. Donc bonjour à tout le monde. Merci à la Fondation Orient-Occident de nous avoir invités parce que c'est toujours important, je pense, d'échanger sur des sujets plus ou moins intéressants, mais on espère que le nôtre sera plutôt intéressant. Fouad Laroui, qui a écrit le livre Plaidoyer pour les Arabes, et d'abord, en plaisantant, on l'a traité d'encyclopédiste parce qu'en fait, il a une connaissance très pointue de beaucoup de domaines. Et c'est un ingénieur des ponts et chaussées à Paris, qui a d'abord exercé en tant que responsable d'une mine de phosphate au Maroc. Et puis il s'en est sorti. il a fait poussiéreux, mais et donc il a fait une thèse en économétrie. Et puis il s'en est encore sorti. Et maintenant il a été professeur de littérature à Amsterdam et maintenant il est professeur d'épistémologie à l'université Mohamed VI de Ben Guerir, l'université Mohamed VI Polytechnique, qui est une université d'excellence dans laquelle nous travaillons tous les deux et où nous avons un collègue qui est caché au fond, Reda Ben-Kiran également. Donc, Fouad enseigne l'épistémologie dans cette université. Et si vous permettez, avant qu'on prenne qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter un événement que nous organisons avec Fouad à Ben Guerir. C'est la Semaine de la Science. Nous en sommes à la 3e édition qui aura lieu au mois de février prochain et qui portera sur le thème de la complexité. Alors l'idée, c'est que nous avons des étudiants qui sont très forts en maths et on essaye de leur donner les outils pour devenir de bons citoyens et de bons décideurs. Et cette semaine de la science, c'est quelque chose, on se situe au niveau des frontières, c'est-à-dire aussi bien géographiques qu'intellectuelles de toutes les matières. On essaie d'avoir des penseurs, des scientifiques qui vont traiter d'une problématique particulière. Et donc, on va avoir des historiens, des philosophes, des mathématiciens, etc. Nous éditons les actes de cette semaine où on regroupe l'ensemble des interventions des orateurs. Et donc, c'est juste un petit clin d'œil qu'on lance parce qu'en fait, l'important pour nous, c'est de défendre l'idée que la dimension scientifique dans le raisonnement est importante dans la construction d'une société la plus équitable possible. Donc on rentre dans le vif du sujet si vous voulez bien. Donc ce livre Plaidoyer pour les Arabes, c'est un... je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais et après je vais céder la parole à Fouad. C'est un livre qui devrait être lu de manière vraiment très large en termes de distribution, parce qu'il remplit, enfin il comble un manque qui est celui de la connaissance, et la connaissance d'autrui. Et autrui, aujourd'hui, ce sont nous. Collectivement. Et en fait, on a l'impression de se connaître, et souvent, pas plus tard que la semaine dernière, il y a un photographe français qui s'appelle Philippe Saharov, qui photographie au Maroc depuis les années 70, qui est en ce moment au Maroc pour un nouveau projet de livre. Il a invité un de ses amis américains qui habite à Paris, et à la dernière minute, ce monsieur lui dit: je ne peux pas aller au Maroc. Je suis américain, c'est un pays arabe, je vais me faire tuer. Donc, et Philippe l'a très mal pris à titre personnel. Il a été vexé, moi aussi, mais Philippe, qui n'est pas marocain, a été vexé. Et on est à 3 heures du Maroc, on est au 21e siècle, et
la réaction de ce monsieur, c'est « je ne peux pas aller au Maroc », qui n'a jamais visité, qui ne visitera malheureusement certainement jamais. Et c'est pour briser ce malentendu, entre autres, que ce livre a été fait. Et donc je vais donner la parole déjà à Fouad pour qu'il nous parle de la jeunesse du livre, et après on abordera les principales thématiques qui sont dedans. Merci Fouad. Merci Saad, merci pour cette présentation. Merci à tous d'être là. Je craignais qu'il n'y ait personne, parce que quand même, commencer à 10h du matin un vendredi, c'est un pari, mais bon, je suis très content que vous soyez là. Alors, pour ce qui est de la genèse de ce livre, bon, c'est un livre très sérieux, et en même temps, il comporte beaucoup d'anecdotes, parce que je pense que la meilleure façon, quand on écrit un livre, il faut entrer en dialogue avec le lecteur. Je pense qu'il ne faut pas venir et asséner beaucoup de choses qui finissent par assommer, en fait, le lecteur. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Et donc, je me suis souvent mise en scène dans des anecdotes qui montrent pourquoi, justement, j'ai écrit ce livre. Alors, au départ, il faut savoir, bon, j'ai fait comme ça. D'ailleurs, j'ai fait mes études dans un lycée français, dans des écoles françaises qui portaient des très beaux noms français au Maroc. L'école Honoré de Balzac à Kénitra, l'école Jean Charcot à El Jeïda, et ensuite le lycée Lyautey de Casablanca, le fameux lycée Lyautey. Donc j'ai fait toute ma scolarité comme ça dans le système français au Maroc. Et je ne le regrette pas, à vrai dire, j'en suis même très content, parce qu'on a eu des professeurs, je dois le dire, formidables, qui étaient très ouverts, qui prenaient soin, en fait, de leurs élèves. Et donc j'ai eu... vraiment, je ne le regrette pas. Je dis cela comme précaution oratoire, pour pas qu'un malentendu s'installe par la suite. Quand je suis arrivé à Paris, donc j'ai fait maths sup, maths spé au lycée Lyautey, donc j'arrive à l'école des Ponts et Chaussées. Le premier jour, il y a un étudiant palestinien, je me souviens même de son nom, il s'appelait Issam Shahrour, il est devenu un grand professeur à l'université de Lille dans un domaine scientifique, je ne sais plus lequel. À l'époque, c'était un jeune étudiant qui rentrait comme moi en première année des Ponts et Chaussées à Paris. Et il voit mon nom, c'était le jour où on se présente les uns aux autres, et il se met à me parler en arabe. Et moi, je lui dis, pardon, excuse-moi, qu'est-ce que tu racontes? Et il me dit de nouveau en arabe, je lui dis, excuse-moi, je comprends vraiment pas ce que tu me dis. Il me dit, comment? Alors là, il se met à me parler en français, il me dit, tu t'appelles bien Fouad Laroui? Je lui dis, oui, c'est moi. Il me dit, mais tu es marocain, de père et de mère? Oui, oui. Tu as grandi où? Au Maroc? Et tu parles pas l'arabe? Je lui dis, non, en fait, non. Je parle français, anglais. Donc et là, j'ai eu conscience d'une absurdité totale. C'est-à-dire d'être marocain et de ne pas du tout s'être intéressé ni à la langue arabe. Je me suis rattrapé. Je m'y intéresse profondément, je l'ai apprise, je la lis sans aucun problème, j'apprécie la poésie arabe, et pour moi, Keltoum qui chante l'Atlal, c'est comme la Calas qui chante... L'Atlal est dans les ruines. L'Atlal, c'est les ruines. Bon, bref, je reviens à cette histoire, et donc j'ai eu profondément honte d'une certaine façon, et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Alors, comme on avait des cours que le matin à l'école des Ponts et Chaussées, qui était à l'époque rue des Saints-Pères à Paris, l'après-midi, on était libre. Donc j'ai pris l'habitude d'aller à l'école des hautes études, boulevard Raspail, et j'ai commencé à m'intéresser à la culture arabe, et en même temps, j'apprenais la langue. Et là, je suis tombé des nues. Réellement, au fur et à mesure que j'avançais dans la connaissance du passé, de la science, de la philosophie arabe, en guillemets, quand on dit science et philosophie arabe, il faut savoir que c'est une convention de langage, puisqu'il y avait beaucoup de Perses, des Turcs, des Amazirs, des Juifs, des chrétiens, mais tous ceux qui écrivaient en arabe sous l'empire des Abbassides et avant, sous le royaume de Damas, le royaume des Omeyyades, on a pris la convention de langage de dire science et philosophie arabe. Évidemment, on sait bien qu'Avicenne, par exemple, était perse. C'était aussi le cas de beaucoup d'autres scientifiques. Bon, mais je referme très rapidement cette parenthèse que je fais toujours, parce qu'il y a toujours un Iranien dans la salle qui se lève et qui me dit « Monsieur, c'est scandaleux, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Perses !» Et monsieur, je suis d'accord, c'est une convention de langage. D'accord, très bien. Cela dit, il y avait vraiment des Arabes. Al-Kindi est le premier philosophe arabe. Ibn Rushd arabe, Ibn Khaldoun est très fier de son ascendance yéménite, etc. Je referme cette parenthèse. Donc, au fur et à mesure que j'avançais là-dedans, je découvrais comme un continent inconnu. Et je me disais, mais comment se fait-il qu'au lycée Lyautey de Casablanca, puisqu'on était quand même à Casablanca, au Maroc, pourquoi n'ai-je jamais entendu ces noms-là? On trouve... par exemple, je donne dans mon livre, ils sont tous venus, ils sont tous là, mais en particulier, par exemple, quelqu'un comme Ibn al-Haytham,
Ibn al-Haytham, c'est quelqu'un qu'à titre personnel, je mets au même niveau que les grands génies, comme Newton, comme Galilée, comme des gens comme ça. Or, je mets au défi, même des personnes très cultivées en Europe, aux États-Unis, si on leur dit qui était Ibn al-Haytham, ils ne savent pas. Et j'ajoute d'ailleurs qu'au Maroc, et dans beaucoup de pays arabes d'ailleurs, quand on dit qui est Ibn al-Haytham, on dit « Ah oui, c'est la rue à côté », parce qu'il y a toujours une rue Ibn al-Haytham. Mais on ne sait pas très bien qui est le monsieur. Et là, on peut revenir d'ailleurs à cette méconnaissance de soi-même. Et donc, c'est un livre, puisque tu m'as posé la question de la genèse de ce livre, qui bouillait en moi depuis des décennies, en fait, depuis ce moment-là, depuis ce moment où, jeune étudiant à Paris, je me suis dit, d'un côté, j'ai eu une excellente éducation grâce à ce qu'on appelait à l'époque la mission française, ça ne s'appelle plus comme ça, parce que le mot mission est assez ambigu. La mission universitaire et culturelle française m'a donné une excellente éducation, mais avec un trou béant. Et ce trou béant, ce blind spot, comme on dit en anglais, je l'ai retrouvé partout en Europe et aux États-Unis. Vous prenez l'Américain le plus cultivé, vous prenez, je ne sais pas, Noam Chomsky, je ne suis pas certain qu'il ait entendu parler de Biruni, d'Ibn al-Haytham, de gens comme ça. Et on se posera, si vous voulez, la question de savoir pourquoi. Comment se fait-il qu'il y ait ce blind spot, ce trou béant, qu'on ne voit pas cela. Par la suite, donc, ce livre, comme ça, a été dans ma tête. Et il y a eu quelques incidents qui m'ont révélé l'importance, la nécessité d'écrire un tel livre. Premièrement, à un moment, j'ai habité pendant 3 ans en Angleterre. D'abord 1 année à Cambridge, et ensuite je suis allé à York, dans le Yorkshire, dans le Nord. Donc j'ai habité 3 ans en Angleterre, j'étais prof d'économétrie. Et un jour, il y a un gars qui s'appelait Robert Kilroy Silk, qui était une sorte de monsieur loyal de la BBC One. C'était des programmes populaires où il animait des jeux populaires, etc. Et comme beaucoup de gens qui passent à la télé, il s'est pris pour un intellectuel. Et donc, à un moment, il était connu, on le reconnaissait dans la rue. « Ah, mais vous êtes Robert Kilroy Silk, citez-moi un autographe. » Le gars se prend pour un intellectuel. Et un jour, il écrit un article dans le Daily Mail, dont le titre, je m'en souviens, c'est gravé dans mes prunelles. « We owe Arabs nothing ». Nous ne devons rien aux Arabes. Bon, très bien. D'abord, il y a une erreur logique dans ce titre, parce que si vous dites « nous ne devons rien aux Arabes », dans ce cas-là, il faut continuer la liste. Nous ne devons rien aux Aztèques, nous ne devons rien aux Incas, nous ne devons rien aux Tchétchènes, nous ne devons rien aux Bantous. C'est-à-dire, on peut faire une liste infinie avec une phrase négative. Il aurait pu prendre comme titre une phrase positive. Mais on ferme cette parenthèse de logique. Le gars a été viré de la BBC. C'est-à-dire, au bout d'une semaine, pourtant, c'était leur animateur vedette. Mais la BBC l'a viré, non pas parce qu'il avait écrit cet article inutile et agressif, mais surtout parce que beaucoup de gens ont approché la BBC en leur disant « vous employez un ignorant ». Et beaucoup de gens ont approché les gens les plus haut placés en leur disant « ce type est un ignorant ». S'il dit « we owe Arabs nothing », ça veut dire qu'il ne sait rien de l'histoire des Arabes, il n'a jamais entendu parler d'Ibn Rushd, d'Ibn Khaldoun, d'Ibn Haytham, Biruni, etc. Bon, la BBC, qui est quand même un standard assez élevé, vire le gars, et qui a ensuite, on l'a interviewé, il était assez dépité, on peut comprendre ça. Il avait un super salaire à la BBC. Et il dit, en fait, ma seule erreur, c'est que je me suis trompé de temps grammatical. J'aurais dû dire, nous avons dû beaucoup aux Arabes d'autrefois, mais ceux d'aujourd'hui sont nuls. Et là, je n'aurais pas été viré par la BBC. Le gars, il a grave son cas, tu vois. Quand il touche le fond, il creuse, tu vois. Et alors, l'épisode Kilroy Silk, moi, m'avait irrité, amusé, etc. Mais je me suis dit, c'est quand même incroyable. Un truc un peu plus récent, un jour, j'étais dans une librairie à Paris, et je vois le dernier livre de Alain Minc, que nous connaissons tous, qui est un financier de haut vol et qui se pique d'écrire chaque année un livre sur des sujets différents. Et cette année-là, il avait écrit un livre sur Spinoza. Spinoza, qui est un immense philosophe, et le livre s'intitulait « Spinoza, un roman juif ». Parfait, excellent titre. Je mets mes 19,90 € sur la table, j'achète le livre, et je sors, je vais le lire dans le... Tu connais le jardin du musée Galliera de la mode? Tu vois, il y a un joli jardin, il faisait beau. Donc je prends le livre de Minc, je commence à le lire. Son bureau en plus. En plus, à côté de son bureau. « Monsieur Minc, j'ai lu votre livre, rendez-moi mon argent ». Et je suis en train de lire son livre. Et là, je tombe sur une phrase qui me rappelle l'incident Kilroy Silk. Et
c'est dans le livre. Si vous ne croyez pas, volez le livre, l'achetez pas, parce que sinon vous enrichissez à la main. Mais volez le livre et vous verrez que la phrase est vraiment dedans. Il y a écrit cette phrase. Spinoza ne devait rien aux philosophes arabes. Point. Alors moi, je tombe de mon banc vert, pouf, dans la dégainage. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à mettre cette phrase au négatif, ne doit rien? Pourquoi? D'abord, quel est l'intérêt? En plus, c'est totalement faux. Mais faux dans une mesure, c'est comme si on disait le général de Gaulle est une majorette en tutu rose. Je veux dire, c'est tellement faux que ça devient ridicule. Parce que, en fait, il se trouve que quelques années auparavant, on m'avait demandé un jour, on m'avait appelé de la mairie d'Amsterdam, on dit Amsterdam vient d'être élu capitale mondiale du livre, on fait une petite cérémonie de lancement avec la princesse Laurentine. Est-ce que vous ne voulez pas donner une conférence à ce sujet? Je leur dis sur quoi? Il me dit sur Spinoza. Je dis, vous vous trompez, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste Spinoza. Il y a au moins 200 personnes, ne serait-ce qu'à Amsterdam, qui en savent beaucoup plus que moi. Il dit, non, c'est vous qu'on doit voir pour parler Spinoza. Je dis, mais pourquoi moi? Il me dit, parce que Spinoza était un immigré à Amsterdam. Vous êtes un immigré qui parle d'un immigré, ça fera très chic. J'ai dit, d'accord, je veux bien. Et j'ai combien de temps pour faire? Je m'attendais 30 minutes, 45 minutes, comme nous, on fait la semaine de la semaine. Vous avez 5 minutes. Attendez, vous foutez de bois. Vous voulez qu'un immigré parle en 5 minutes d'un autre immigré pendant la cérémonie de lancement? Ils disent oui, parce qu'il y aura la princesse Laurentine, et puis il y aura Harry Mulisch, le grand écrivain, il y aura machin, il y aura truc. On n'a pas le temps. Bon, d'accord, je le fais. Et après, j'ai eu un coup de chance extraordinaire, commencé à lire des livres sur Spinoza, et je suis tombé sur une photo extraordinaire qui montre la couverture d'un livre du philosophe arabe Ibn Tufayl. Et le livre s'appelle Hay ibn Qdan, je pense que tu voudrais qu'on en parle. Et là, il y avait écrit vertaald, ça veut dire traduit en néerlandais. Donc c'était le texte néerlandais de ce livre écrit par le philosophe arabe Ibn Tufayl au XIIe siècle en Andalousie. Et il y avait écrit vertaald door S2B, c'est-à-dire traduit par S.2B. Et j'appelle un ami à moi, Ronald Boss, qui en sait beaucoup plus que moi sur la question. J'ai dit, toi qui connais tout, qui sais tout de Spinoza. Spinoza s'appelait Baruch de Spinoza. On a christianisé en Bénédicte de Spinoza, mais dans tous les cas, ça fait B2S. Et moi, je voyais vertaald door S2B. Et j'ai dit, est-ce que Spinoza signait parfois à l'envers? Il me dit, absolument. Il signait à l'envers, S2B, pas B2S, pour égarer les soupçons. Il était un peu comme Descartes, j'avance masqué. Et je lui dis, mais c'est extraordinaire, cette histoire-là. En fait, je me suis renseigné, il n'avait pas traduit. C'était une édition de 1710. Spinoza a vécu de 1632 à 1677, donc ça faisait 40 ans qu'il était mort. Mais c'était en hommage à Spinoza qu'on avait imprimé ce livre dont on parlera, qui est un livre fondamental dans l'histoire de la philosophie, ce livre de Ibn Tufayl. Et Spinoza lui-même l'avait fait traduire par son ami Baumeister, on sait très bien qui l'a traduit. Et un jour, ces gens-là avaient une espèce de cercle de lecture chez un peintre qui s'appelait Delers. Et un jour, Spinoza arrive tout excité avec un livre en latin. Et il dit à Baumeister, il dit, voici un philosophe arabe qui a vécu 5 siècles, pas 50 ans, 500 ans avant moi, toute ma philosophie est là-dedans. C'est Spinoza qui dit, toute ma philosophie est là-dedans, et il dit à son ami Baumeister, traduis-le. Et donc, Ibn Tufayl existe en néerlandais, premièrement parce que Spinoza avait demandé à Baumeister de le traduire, et Spinoza avait dit cette phrase. Contrastez ça avec la phrase de Munk. Spinoza ne doit rien aux philosophes arabes. C'est exactement l'inverse. Et d'autre part, et je l'ai mis dans mon livre, un jour, j'ai tout simplement pris l'éthique, le gros livre, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'éthique, en fait, c'est tout simplement la philosophie, l'ontologie de Spinoza, qui est faite, comme il dit, more geometrico, c'est-à-dire vraiment avec des théorèmes, des choses comme ça. Et je le pose, et je prends cette fois-ci Ibn Tufayl et Ibn Rushd, et je commence à regarder, on trouve les mêmes formulations de base. C'est-à-dire, alors pourquoi c'est important? Parce qu'il y a à peu près, je crois, une quinzaine d'années, le grand philosophe des idées anglais, qui s'appelle Jonathan Israel, grand monsieur, a écrit un livre qui s'appelle Radical Enlightenment, les Lumières radicales. Et toute la thèse du livre, qui est extraordinairement solide et bien informée, c'est un livre de 800 pages, c'est que Jonathan Israel dit, en fait, les Lumières en Europe ne commencent pas avec Voltaire, Rousseau, John Locke en Angleterre, avec ces gens-là. Les Lumières commencent un peu avant, avec Spinoza.
Et il montre l'influence extraordinaire de la pensée de Spinoza qui va se diffuser comme ça, qui arrive chez tous ces gens-là. Et tous ces gens-là, donc on croit que c'est les premiers des Lumières. En réalité, ils sont tous spinoziens, qu'ils le sachent ou non. Donc Jonathan Israël dit les Lumières, en fait, arrivent grâce à Spinoza. Et voilà que Spinoza lui-même dit toute ma philosophie se trouve, ça ne veut pas dire qu'il l'a copiée, bien entendu, c'est sa philosophie, mais il l'a retrouvée chez un philosophe arabe, Ibn Tufayl. Au Maroc, nous avons une très belle université, Ibn Tufayl à Kénitra, ville dont est originaire notre ami Younes Ajaray. On a des rues Ibn Tufayl, etc. Je vous garantis qu'à peu près personne ne sait exactement ce que pensait Ibn Tufayl, parce que c'est très dangereux ce que pensait Ibn Tufayl. Mais vous voyez ce que je veux dire. Quand aujourd'hui, des Kilroy Silk ou des Menck ou des n'importe qui disent « mais les Arabes, c'est n'importe quoi, ils n'ont jamais pensé, ils n'ont jamais rien fait, etc. » qu'il y a eu un moment dans l'histoire de la pensée humaine où un philosophe arabe, Ibn Tufayl, a écrit quelque chose qui allait déboucher, qui aurait pu déboucher de la même façon, si ça avait diffusé, bon, il y a des raisons historiques pour lesquelles ça n'a pas eu lieu, si ça avait diffusé dans toute la pensée arabo-musulmane, ça aurait conduit probablement à des Lumières, de la même façon que ça fait en Europe. Donc ça, c'est encore, je suis toujours en train de répondre à ta première question, mais on sera à 3h de l'après-midi, voilà. Je serai encore en train de répondre à ta première question. Je n'ai que 43 questions. Donc ça mais la Genèse, parce que voilà, alors quand j'étais à côté du musée Galliera, en train de me dire, mais quand même, c'est fou ce qu'il raconte ce mec. Un jour, il faudra que j'écrive quelque chose. Donc ça s'accumule. Un autre jour, j'étais en train d'écrire le livre que j'ai présenté il y a 3 ans ici, qui s'appelle « Dieu, les mathématiques, la folie ». Et pour écrire ce livre, je m'étais intéressé au XVIIe siècle, en particulier à Galilée, parce qu'il y a eu quelque chose à l'époque Galilée dans la pensée humaine qui a basculé. Et c'est passionnant l'histoire de Galilée. Et donc j'étais en train de lire une lettre que Galilée a écrite, je ne sais pas, en 1620, 1600, quelque chose comme ça, 1630 peut-être, qui est lettre à la grande duchesse de Toscane. Alors, je ne lis pas souvent des lettres à des grandes duchesses, mais celle-là est particulièrement intéressante parce que la grande duchesse de Toscane avait posé une question très simple à Galilée. Elle lui avait dit « Mais pourquoi est-ce que vous êtes en bisbille avec l'Église? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, monsieur Galilée. » Et Galilée avait pris sa plus belle plume et avait expliqué sa démarche à la grande princesse de Toscane. Et sa démarche, en gros, sa démarche, mais vraiment, on va la schématiser, c'est qu'il disait il y a 2 sortes de vérités qui ne s'excluent pas mutuellement. Il y a la vérité de la révélation, qui est la Bible. Il était en pays catholique, son meilleur ami, qui allait devenir son meilleur ennemi, est un cardinal. Cette vérité révélée, mais il y a une autre vérité que nous acquérons par la pratique de la science. Et Galilée disait, il n'y a pas de raison particulière d'opposer ces 2 vérités. Ce sont 2 vérités, et tout ce que je fais, disait Galilée, c'est d'aller jusqu'au bout de cette vérité que va me révéler la science, ne serait-ce qu'en pointant sa longue vue sur la Lune, enfin, toutes ces histoires en découvrant les 4 satellites de Jupiter, tout ça. Il disait, mais il n'y a pas de raison que ça se contredise. Il suffit de considérer que les vérités révélées, qui sont dans les livres sacrés, la Bible en l'occurrence, sont plutôt écrites en langage allégorique. Et on arrivera toujours à faire coïncider les 2 vérités, il n'y a pas de problème. Alors moi, c'était à 2h du matin, je m'en souviens, je me lève comme un somnambule, je vais dans ma bibliothèque, je prends un livre d'Ibn Rushd, Averroès, qui s'appelle Fasl al-Maqal, le traité décisif, qui n'est pas long, c'est 70 pages, c'est d'ailleurs une fatwa. Et je le pose, et je commence à regarder la lettre de Galilée, et c'est le même texte, c'est-à-dire on trouve les mêmes formulations, la théorie des 2 vérités. Une phrase, j'adore la citer en arabe, vous m'excuserez, cette phrase dans laquelle Ibn Rushd dit la vérité, c'est-à-dire la vérité révélée, ne contredit pas la vérité scientifique, les 2 vérités ne s'excluent pas, au contraire, c'est-à-dire elles coïncident, chacune porte témoignage de l'autre, chacune soutient l'autre. C'est une très belle phrase de Ibn Rushd qui rend la science possible, qui rend la pratique scientifique possible en terre d'islam. Eh bien, on la retrouve, en gros, c'est la même phrase sur laquelle est basée toute la lettre de Galilée à la grande duchesse de Toscane. Et là, je me dis, maintenant je suis prof d'épistémologie, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je me suis dit, du point de vue de l'épistémologie, quand on parle de ce moment fabuleux qui est le XVIIe siècle européen, où
la pensée scientifique va prendre son essor en se détachant de la théologie, chacune suivant son propre chemin, ce moment fantastique a existé au XIIe siècle en Andalousie chez les Arabes. Ensuite, ça a été tragique ce qu'ils n'en ont pas fait. Et, excuse-moi de faire une autre parenthèse, vous savez qu'à un certain moment, justement au XIIIe siècle, le pape à Rome, quelqu'un lui avait dit, un cardinal lui avait dit, vous savez, votre sainteté, les jeunes Italiens de grande noblesse ne vont plus à l'église le dimanche, ils ne vont plus à la messe. Alors le pape était très étonné, il a demandé à quelqu'un d'ouvrir une petite enquête. Finalement, on est venu lui dire, ben oui, parce que en fait, ces jeunes nobles italiens sont sous l'influence d'un philosophe impie, un hérétique, un musulman qui s'appelle Averroès, et qu'ils considèrent maintenant qu'en fait, ils n'ont pas à aller à l'église le dimanche, puisque la révélation est faite pour ceux qui ne peuvent pas pratiquer la science. Et que eux, étant suprêmement intelligents, n'ont pas besoin de la révélation, ils peuvent arriver à toutes les vérités par le simple exercice de leur raison. Alors ça afflige le pape, ça l'irrite, ça l'ennuie, et il demande à un jeune homme brillant qui était là d'écrire un livre contre Averroès. Et ce livre existe, s'appelle Contra Averroïcis, tout simplement en latin, un livre brillant. Mais le jeune homme que le pape avait chargé d'écrire un livre contre Averroès a dû lire les livres d'Averroès, certains, pas tous. Et lorsqu'il a compris la pensée d'Averroès, d'Ibn Rushd, ce jeune homme brillant a compris qu'Averroès avait raison. Donc d'un côté, puisque c'est un dominicain, je ne vais pas le cacher plus longtemps, il s'agit de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, qui est dominicain, le pape est son patron, donc il écrit le livre contre Averroès, et en même temps, il commence à réfléchir, et il fait un retournement de situation extraordinaire. L'Église catholique, dont la doctrine avait été augustinienne pendant 1000 ans, c'est-à-dire plutôt basée sur Platon, sur une espèce de réception prophétique du savoir, va devenir une Église aristotélicienne, où le savoir ne s'acquiert pas par la prophétie ou la révélation, mais s'acquiert par le travail empirique, en prenant des animaux, en les disséquant, etc. Donc, d'une certaine façon, Ibn Rushd, et c'est ce renversement, au moment où la doctrine de l'Église devient une doctrine aristotélicienne, qui rend aussi la science possible, puisqu'on se dit maintenant la science ne consiste pas en quelqu'un qui est assis comme ça dans sa cellule, cellule de moine, pas dans sa cellule de prison, qui est dans sa cellule de moine, et sur laquelle tout à coup le savoir arrive par transmission directe divine. Non, le savoir s'acquiert par le travail. Donc la science devient possible en Europe. Tout cela est possible à cause d'Ibn Rushd. Enfin bref, vous voyez tout ce genre de détails. Je me dis, c'est pas possible qu'on continue aujourd'hui de faire comme si tout cela n'avait pas eu lieu. Je veux le mettre dans un livre, donc j'ai rassemblé énormément de documentation, j'ai lu énormément, je me suis souvenu de tout ça, et j'ai écrit ce livre. Voici la réponse en 2 minutes à ta question sur la genèse de ce livre. Je pense que je vais zapper les 30 questions qui suivent, je vais aller à la 41e. Donc, en fait, toujours dans cet esprit de genèse, on a parlé d'ignorance, on a parlé de problèmes de transmission de l'information. Une petite anecdote sur le choix du titre, donc Plaidoyer pour les Arabes. Ce livre devait être publié chez un éditeur parisien et il a été refusé. Pas le livre, le titre. Le titre, pardon. Donc, pardon, non, vas-y, c'est bon. Non, mais le livre, c'est une curiosité du point de vue du bibliophile, parce que sur la couverture, là, il y a écrit édition en bas, Mialet Barreau, mais si vous regardez à l'intérieur, il y a copyright Flammarion. Donc, le livre arrive au comité de lecture de Flammarion, et il y a 2 personnes, enfin, tout le monde dit le livre est bon, on va le publier. Il y a 2 personnes qui disent, mais il faut que l'auteur change le titre. Et on leur dit pourquoi ? Il dit parce que si vous mettez sur le présentoir d'une librairie en France plaidoyer pour les Arabes, tout le monde va croire que c'est un plaidoyer pour les terroristes. Plaidoyer pour le terrorisme. Et donc mon éditeur, qui est quelqu'un que je respecte énormément, j'ai jamais changé d'éditeur depuis 1996, mon premier roman. Il s'appelle Bernard Barreau. Et il m'appelle très embêté. Il me dit, écoute Fouad, vraiment, on a un problème, il y a 2 qui s'opposent, il faut que tu changes de titre. Je dis pourquoi ? Il me dit ça. Je lui dis, c'est exactement la raison pour laquelle je ne vais pas changer de titre, puisque leur réaction confirme exactement ce contre quoi se bat
ce livre. Aujourd'hui, le mot arabe est devenu une sorte de synonyme de terroriste, si je comprends bien, dans leurs idées. Or, moi, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a eu 4 siècles, entre le 8e et le 12e siècle, où la science, la philosophie, tout ce qui était en pointe s'exprimait en arabe. Et donc, c'est le contraire. Donc, finalement, ils ont fait une solution mi-chair, mi-poisson. Ils ont mis une imprint, comme on dit en anglais, mis à les barreaux sur la couverture, mais le copyright est à Flammarion. Pour dire le combat continue, quoi. Donc, l'objectif de ce livre, c'est vraiment de remettre, enfin, de définir ou de dépoussiérer la place des Arabes dans le récit du monde. Et ça implique un certain nombre de choses, dont la responsabilité de nous, collectivement, en tant qu'Arabes, par rapport à la situation que nous vivons. Et parmi les points qui sont évoqués dans le livre, il y a un chapitre qui concerne l'autodétestation et qui explique aussi pourquoi est-ce que, par confort ou autre, on se complaît dans cette situation plutôt qu'on la combat de manière plus systématique. Alors, il y a une question dans cette affirmation. Oui. Et en fait, non, mais tu as raison. Moi, je prends comme point de départ le livre de Leila Slimani. Je m'empresse de dire que c'est une amie. J'ai des rapports extrêmement cordiaux avec elle. J'ai même vu débuter à Jeune Afrique, jeune journaliste de 19 ans, et tout. J'ai absolument rien, au contraire, c'est une amie. Mais dans son livre Chanson douce, elle met en scène un couple mixte, comme on dit, une Marocaine. Encore, ce n'est jamais dit qu'elle est marocaine, mais on comprend. C'est une Marocaine qui est avec un Français. Ils ont 2 enfants. Et à un moment, ils cherchent une nounou. Et donc, ils vont dans une agence. Et la seule condition que pose la Marocaine, c'est que la nounou ne soit pas maghrébine. Ne soit pas maghrébine. Et le Français, qui est son mari, dit, enfin, ma chérie, ce serait quand même bien que tes enfants, qui ont aussi une ascendance maghrébine, au moins entendent quelques sonorités de la langue arabe. Etc. Jamais, non, je ne veux pas qu'ils entendent cette langue. Alors moi, d'abord, ça m'a attristé, mais même pas étonné, parce que je connais réellement, personnellement, des gens comme ça. C'est-à-dire des gens qui ont tellement intériorisé cette espèce de mépris ou de détestation des Arabes que c'est devenu une sorte de haine de soi. Et je trouve ça extrêmement dommage. Et si mon livre pouvait contribuer à ce que certaines de ces personnes se disent « Mais attends, mais pourquoi j'ai intériorisé cette vue qu'on a de nous ? C'est quand même absurde. » Et effectivement, j'espère que ça contribuera aussi à ça. Merci. Voilà une réponse courte. Je m'attendais à quelque chose de plus long. Donc, parmi... En fait, j'ai entendu au moins 50 fois, bon, 50 fois, j'exagère, disons 23 fois, des gens qui disent « Moi, je ne sortirai jamais avec un arabe. En fait, il est arabe de père et de mère. » Bref, continue. Donc, en fait, là, on a un parcours qui s'étale sur plusieurs siècles, avec une galerie de personnages à la fois, comme a dit Fouad, considérés comme arabes parce que c'était la langue de référence de l'époque, mais aussi les interactions qu'il y a eu, avouées ou non, entre ces penseurs et les penseurs du reste du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans l'écriture d'une histoire qui est la vue à partir de l'Occident. Et un exemple sur lequel j'aimerais que Fouad nous éclaire, il a mentionné tout à l'heure, c'est Hayy ibn Yaqdan, qui est un roman qui a été écrit par Ibn Tufayl et dont vous en avez certainement entendu parler, mais sous une autre forme. Et donc, c'est la forme Robinson Crusoe. Exactement. Non, alors pour Ibn Tufayl, c'est très simple, il n'a écrit qu'un seul livre. C'est pas compliqué. Ibn Tufayl a écrit un livre, il a écrit quelques poèmes. Et c'était le vizir, le grand vizir, le médecin d'un calife en Andalousie. À l'époque d'ailleurs des Almohades. Je fais une toute petite parenthèse. Les Almohades sont toujours considérés comme des fondamentalistes qui ont pris la place des Almoravides, etc., etc. Mais très curieusement, certains califes almohades étaient extrêmement ouverts sur le monde et c'est eux qui ont laissé Ibn Tufayl et surtout Ibn Rushd ensuite faire l'œuvre qu'ils ont faite. Non, mais le livre d'Ibn Tufayl est assez extraordinaire. Il reprend d'ailleurs une ancienne histoire qu'avait racontée Ibn Sina à Vicenne. Et voilà ce que dit Ibn Tufayl. J'ouvre tout de suite une autre parenthèse pour dire ce que je disais tout à l'heure. Il y a une université Ibn Tufayl à Kenitra au Maroc. Il y a des lycées Ibn Tufayl partout au Maroc, je suppose dans le monde arabe. Je n'ai pas vérifié, mais en tout cas au Maroc. Le nom, tout le monde le connaît. J'ai rarement rencontré des gens au Maroc qui savent exactement ce qu'a dit Ibn Tufayl. Parce que s'ils le savaient, je ne suis pas certain, dans les conditions actuelles, qu'ils seraient charmés par ce qu'a dit Ibn Tufayl. Alors Ibn Tufayl était vizir, il était qadi musulman d'élite si on veut,
Et l'histoire qu'il raconte est assez extraordinaire. Donc, elle commence par un petit bébé qui arrive dans une île. Alors, il y a 2 débuts de l'histoire, peu importe, peu importe. Il y a un petit bébé qui arrive dans une île où il n'y a personne. Et le petit bébé est élevé par une gazelle. Et à l'âge de 7 ans, la gazelle meurt. Et le petit bébé, qui a maintenant 7 ans, qui est un petit garçon très éveillé. D'ailleurs, le Hayy ibn Iqdan, si on traduit mot à mot, ce sont des prénoms. Mais ça veut dire vivant, le fils de l'éveillé. Iqdan, c'est l'éveillé, et lui, il est vivant. Donc, c'est important pour la suite. Hein. Il est vivant et éveillé. La première chose qu'il fait quand la gazelle meurt, il pense que c'est sa mère, hein, c'est qu'il va la disséquer. Il cherche à comprendre pourquoi elle ne bouge plus, pourquoi elle est morte. Et il remarque quelque chose au niveau du cœur, d'une cavité, etc. Il note ça. Ensuite, il reste seul dans son île. Et tous les 7 ans, il y a une espèce de saut, comme ça, épistémologique. Il regarde les oiseaux, comment les oiseaux vivent. Il comprend l'intérêt de se couvrir quand il fait froid. Il commence à devenir de plus en plus intelligent. Et il découvre tout seul, dans son île, il découvre à peu près tout ce qu'il faut sur la science. D'abord, la science. Hein. Et ensuite, il passe à la métaphysique. C'est-à-dire, à l'âge de 28 ans à peu près, ayant tout compris de ce qui se passe autour de lui, du point de vue physique, qu'est-ce que le feu, qu'est-ce que l'eau, la nourriture, tout ça, il a compris. Il regarde le ciel, il comprend même l'astronomie, tout seul dans son coin, et il commence à réfléchir, et il déduit, simplement par la simple réflexion, la nécessité de l'existence d'un Dieu unique, et l'existence d'une âme, et il fait la différence qui n'est pas toujours vue par les lecteurs de Ibn Tufayl, il fait la différence entre le principe vital, ce qu'il avait observé quand il était gamin, qui était une sorte de principe vital quand sa mère, la gazelle, était morte, et l'âme, qui est un principe métaphysique. C'est déjà extraordinaire qu'il voit la différence. Et donc, à l'âge de 40 ans, il a acquis toutes les connaissances physiques et toutes les connaissances métaphysiques. Il sait. Et un jour arrive quelqu'un sur son île. Vous reconnaissez, on va en parler, Daniel Defoe, Robinson Crusoe, un type qui arrive, qui s'appelle Assal, et ils arrivent à communiquer, à se comprendre, ils apprennent la langue l'un de l'autre, et puis Assal dit à Hayy ibn Iqdan, il dit, tu sais qu'il y a d'autres hommes. Alors l'autre est très étonné, il croyait être le seul homme sur Terre, maintenant il y en a 2, il lui dit, non, il y en a des autres, il y en a d'autres, dans une île qui est là. Donc Assal et Hayy ibn Iqdan prennent le bateau, enfin une espèce de radeau, ils vont dans l'île qui est là, qui est peuplée de musulmans. Ils sont tous musulmans. Et ils voient arriver cet homme fait, il a 40 ans, un peu plus, qui a des idées surtout, et ils lui disent « Mais toi, tu es un petit sauvage, tu ne connais rien à la révélation, tu n'as pas eu cette chance que nous avons eue d'avoir eu le prophète Mohammed, d'avoir eu le Coran, etc. On va t'apprendre. » Et ils commencent à lui parler du Coran, de ce qu'il y a dans le Coran. Et à leur grand étonnement, chaque fois qu'ils lui disent quelque chose, il dit « Je sais ». Ils disent « Non, non, tu ne sais pas, c'est dans le Coran ». Il lui parle, il dit « Oui, oui, je sais ». Il leur explique « Je sais ». Il passe aux vérités métaphysiques. Il dit « Je sais, je sais, je sais ». Et vous voyez où Ibn Tufayl veut en venir. C'est assez extraordinaire. Il veut dire que chaque individu, mais il faut qu'il soit vivant, fils de l'éveillé, c'est-à-dire qu'il soit très intelligent et curieux du monde, etc. Tout individu est capable d'acquérir toutes les connaissances physiques et métaphysiques sans le recours à la vérité révélée, sans le recours au texte, sans le Coran, sans la Bible. Et c'est un musulman qui parle. C'est pas un athée, c'est pas un... Et à un certain moment, ça va encore plus loin. Au début, Hayy est charmé de voir des gens qui sont comme lui, et à un moment, il se dit, mais ce ne sont pas des vrais musulmans. Et là, c'est très choquant, ce passage-là, quand Hayy dit, il se contente de faire, je caricature maintenant, il se contente de faire de la gymnastique. Parce qu'il regarde comment ils vivent, il dit, mais ces gens-là ne vivent qu'avec des, je ne dois pas faire ça, je dois faire ça, je dois prier, je dois faire ci, etc., mais sans aller jusqu'au fond des choses. C'est comme s'ils avaient eu une espèce de programme, je dois faire ça, je ne dois pas faire ça, et c'est tout. Et il est déçu. Il dit, ce n'est pas la bonne façon d'être musulman. Et donc, il retourne dans son île. Alors, ce livre a une destinée assez extraordinaire. À un certain moment, quelqu'un découvre un manuscrit de ce livre à Constantinople. Un manuscrit. Or, ce quelqu'un, qui s'appelle Oakley, ce quelqu'un est un arabisant. Donc le manuscrit est en mauvais état et tout, mais il commence à le déchiffrer et il est passionné par l'histoire. Il ramène en Angleterre et il le traduit en anglais. Et ce livre a immédiatement un succès extraordinaire. Tout le monde le lit et je donne les dates et les lieux, etc. Je n'avance rien que je ne puisse pas prouver, c'est dans mon livre. Et en particulier,
Daniel Defoe, qui était là, lit ce livre et il en fait ensuite Robinson Crusoe. Il y a quelques années, le Times avait fait un sondage. Quel est le roman le plus important de langue anglaise? Robinson Crusoe était le numéro 2. Donc, c'est un livre qui a eu énormément d'influence. Mais surtout, et les gens l'oublient, il y a 3 tomes dans Robinson Crusoe. Et la version que nous avons tous lue, enfants, adolescents, ce n'est que le premier tome. Parce qu'en réalité, le plus important, c'est le 3e, que personne ne lit, qui s'intitule « Réflexions philosophiques à propos de Robinson Crusoe ». Et c'est toujours Daniel Defoe qui écrit et qui explique ce qu'il a voulu faire. C'est-à-dire, il ne raconte que l'histoire. Et c'est un peu la même chose qu'Ibn Tufayl. Il raconte une histoire, mais il veut dire quelque chose à partir de cette histoire. John Locke, le grand philosophe anglais, celui qui a parlé de la tabula rasa, celui qui est considéré comme le premier des grands empiristes, etc., on le sait, avait lu Hayy ibn Khdan de Ibn Tufayl. Encore plus amusant, si je puis dire, un jour à Paris, il y a un Américain qui passe par là, American in Paris, c'est un film, c'est pas ça. C'était en fait un gars qui se balade à côté des bouquinistes et qui trouve un livre en très mauvais état, mais qui est en anglais. Il manque la couverture. Il se met à lire, il dit « mais c'est génial ce bouquin ». Il revient aux États-Unis. Et le gars, c'est un Quaker de cette secte, si on peut dire, je ne mets rien de négatif là-dedans. Hein. Secte dont, par exemple, le président Nixon était un Quaker. Et le gars, il va chez ses amis Quaker, il leur dit, écoutez, il y a un livre que j'ai trouvé à Paris qui est passionnant. Ils le lisent, ils disent, mais c'est un excellent livre. Ça devient un livre sacré des Quakers. Mais ils ne savent pas que c'est Ibn Tufayl, en fait. C'est-à-dire, pour le président Nixon, l'un des livres sacrés, à côté de la Bible, c'était Ibn Tufayl, Hayy ibn Khdan. Il y a plein. Ce livre a une postérité extraordinaire. Mais pas chez nous. C'est pour ça que je dis, et ça, il a fait allusion tout à l'heure. Dans ce livre, je dis... l'Occident, l'Europe, les États-Unis, etc., ont tort de ne pas voir les 4 siècles où la science et la philosophie s'expriment en arabe. Ils devraient changer les programmes. Je l'ai dit d'ailleurs à Fès il y a 3 semaines, il y avait Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre de l'Éducation, qui m'a dit « Monsieur, si vous saviez combien c'est difficile de changer les programmes », parce qu'elle était chargée de ça, c'était son boulot quand elle était ministre de François Hollande. Et... donc, je ne dis pas que c'est seulement les Européens, vous avez tort de ne pas connaître tout ça, etc. Mais c'est nous, en fait, qui ne connaissons ces noms que sous forme de rues ou de lycées ou d'écoles, mais qui n'allons pas au fond des choses. Je vais même plus loin. Si aujourd'hui, quelqu'un allait à Jeddah alors chez les talibans, c'est encore pire. Et si quelqu'un s'avisait de donner un cours sur Ibn Rushd ou bien sur Ibn Tufayl, je vous certifie qu'au bout d'1 heure, il est décapité. Parce que ce que dit, par exemple, ce que dit Ibn Rushd sur l'existence des 2 vérités, mais on va un peu plus loin que ça. Les gens s'arrêtent toujours à cette phrase qu'il y a dans Hayy ibn Khdan, où il dit effectivement le vrai, le nalhaq la yudadul haq, etc. Mais les gens ne voient pas la suite. La suite et le traité décisif d'Ibn Rushd, c'est une fatwa, c'est-à-dire c'est un arrêt juridique. C'est-à-dire la question au départ est posée. La question, le livre commence comme ça. On m'a posé la question de savoir si la pratique de la science et de la philosophie est permise à un musulman. Voilà la question. Et Ibn Rushd, qui est qadi musulman, va répondre. Il commence par dire d'abord que non seulement en utilisant des arguments coraniques, que non seulement la pratique de la science, de la philosophie est permise chez un musulman, elle est obligatoire. Obligatoire. Il commence déjà comme ça. Ensuite, il dit le vrai ne peut pas contredire le vrai. Mais le 3e point, le plus important, c'est ce qui vient ensuite. Il dit oui, mais et si on arrive à un résultat scientifique qui contredit le texte sacré? Ça, c'est la question fondamentale qui se pose encore aujourd'hui chez nos étudiants à l'université où nous sommes. Que se passe-t-il si un texte scientifique contredit? Et ce que répond Ibn Rushd, c'est d'abord, il ne le contredit pas, il semble le contredire. Et dans ce cas-là, il faut accepter le résultat scientifique. Alors que Razali de Ibn Taymiyyah dirait exactement le contraire. Non, il faut accepter le résultat scientifique. Revenir au texte, nos, le texte, faire une opération qui s'appelle ta'wil, qui est interprétation, mais dans le sens arabe, il y a le mot awwal, c'est-à-dire revenir à l'origine des mots, en fait, ta'wil, pour faire coïncider le texte religieux avec le résultat scientifique. Ça, c'est révolutionnaire. Ce n'est pas « je prends ce résultat scientifique qui dit que mon grand-père était un bouquetin ». C'est que l'aroui, ça veut dire le bouquetin.
ce texte, ce résultat scientifique, je le déchire parce qu'il n'est pas conforme au Coran. Non, Ibn Rushd dit non, tu prends le résultat scientifique, il est là, tu retournes au Coran, tu fais une petite opération de ta'wil, et Ibn Rushd, qui est encore une fois un qadi musulman, dit que de toute façon, tu finiras toujours par trouver dans le Coran, dans les hadiths, quelque chose qui va en fait soutenir le nouveau résultat scientifique que tu as trouvé. Alors, ce n'est pas du concordisme, mais c'est juste un vœu pieux d'Ibn Rushd. Alors ça, on ne peut pas aujourd'hui l'enseigner chez les talibans, parce que là, au bout d'une heure, on est mort. Et je ne suis pas certain, encore je me suis fait un peu engueuler par le président saoudien, le directeur général saoudien de l'ICESCO. Il me dit non, vous avez des idées préconçues sur l'Arabie saoudite, je vais vous organiser un voyage, vous allez voir comment nous sommes modernes. J'ai dit d'accord, mais je ne suis pas certain que ce que je viens de dire, on puisse le dire n'importe où en Arabie saoudite. Je ne suis même pas certain qu'on peut le dire au Maroc. Il faut avoir une bonne assurance sur la vie, c'est tout. Et pour finir, ce que Ibn Tufail, qui était donc le mentor, le père spirituel d'Ibn Rushd, je vous ai dit pour Hayy ibn Iqdan, quand il dit que si on est suffisamment intelligent, éveillé, on n'a pas besoin du texte sacré, imaginez l'impact que ça peut avoir dans un pays musulman. Or, c'est un musulman, un qadi qui le dit. Et son raisonnement, d'ailleurs, est tout à fait logique. Il dit, mais Dieu nous a donné la raison. C'est un don merveilleux. Pourquoi il nous l'a donné? Pour nous en servir. Et si il nous a donné pour nous en servir, tous les résultats obtenus par la raison seront conformes à ce que Dieu veut. Sinon, Dieu n'est pas une espèce d'imbécile capricieux, excusez-moi du presque blasphème. S'il nous donne la raison, c'est pour arriver à quelque chose que lui-même se donne comme but pour nous dans la connaissance. Par conséquent, si on peut aller jusqu'au bout de la réflexion et découvrir les résultats physiques et même la métaphysique par la philosophie, donc, eh bien, on n'a pas besoin de la révélation. Mais qui peut dire ça aujourd'hui? Alors, moi, je voudrais revenir sur les Quakers. Quaker, ça t'amuse cette histoire de Quaker? Il y a une petite citation que je voudrais partager avec vous. Enfin, je lis le texte, après je laisserai l'interpréter. Il faut noter que quand le roi Charles II donna ce qui est aujourd'hui la Pennsylvanie aux Quakers et déclara William Penn souverain de tout le territoire, celui-ci promulgua immédiatement la loi suivante. 2 points. La liberté de conscience étant un droit que tous les hommes ont reçu de la nature avec l'existence, il est fermement établi que personne ne sera forcé d'assister à aucun exercice public de religion. Mais il est expressément donné plein pouvoir à chacun de faire librement l'exercice public ou privé de sa religion, sans qu'on puisse y apporter aucun trouble ou empêchement, sous aucun prétexte, pourvu qu'il fasse profession de croire en un seul Dieu éternel tout-puissant. Donc cette définition de la laïcité qui a été promulguée à ce moment trouve son origine directement dans le livre qu'on vient d'évoquer. Et j'aimerais bien que tu... Parce qu'en fait, l'orientation de ma question, c'est par rapport à la définition actuelle de la laïcité qui pose un problème et beaucoup de crispation des deux côtés des protagonistes. Et j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Mais moi, j'ai trouvé ça très beau. Donc, c'est William Penn, et le roi d'Angleterre lui dit, écoute, je te mets patron de ce territoire qui est aujourd'hui la Pennsylvanie. Tu es vraiment le patron. Tu fais ce que tu veux là-bas, c'est à toi. Et la première chose que fait ce dictateur en puissance, qui ne sera donc pas justement un dictateur, c'est de proclamer la liberté de conscience. Et ça, je trouve ça admirable, parce que, j'ouvre une parenthèse, les gens croient souvent que les Anglais qui sont partis vers les États-Unis, ce qui est aujourd'hui les États-Unis, qui étaient persécutés pour leurs idées religieuses, c'est vrai, mais en fait, c'était pas les bons dans l'équation. C'était en fait les gens les plus fondamentalistes, les plus crispés sur la religion, c'est eux qui étaient persécutés, c'est eux qui se sont retrouvés aux États-Unis. Donc il y a une erreur de perspective. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le cas de la Pennsylvanie, c'était le contraire. Quand William Penn est devenu je ne sais pas comment on peut dire ça, le Lord protecteur de la Pennsylvanie, il a immédiatement proclamé la liberté de conscience dans ces termes-là. Et on voit très bien l'influence d'Ibn Tufail, parce qu'il dit « personne ne sera obligé d'aller à l'office, puisque dans la théorie d'Ibn Tufail, on peut parfaitement être sur une île déserte toute sa vie et absolument acquérir le même savoir physique et métaphysique qu'on peut acquérir par la science ou en regardant les textes sacrés, et dans lequel il dit chacun fait
a libre cours pour l'exercice de sa foi et de sa religion. Et en réalité, la seule chose qui dérange un peu William Penn, ce serait une espèce d'athéisme militant. C'est-à-dire, si quelqu'un arrivait par les rues en criant Dieu n'existe pas, qui est d'ailleurs d'un point de vue logique une phrase qui n'a aucun sens en réalité, mais bon, on peut en discuter. Mais la seule chose que dit William Penn, c'est pas d'athéisme militant. C'est-à-dire, essayons de tous de croire qu'il y a un Dieu. Quelque part, on ne va pas s'attarder sur la définition, et maintenant que chacun le fasse de sa façon. En 1763, comme vous le savez, Voltaire a écrit à propos de l'affaire Calas son traité sur la tolérance, dans laquelle il y a une prière à Dieu qui est exactement la même chose, qui dit, si on pouvait tout simplement s'accorder sur une chose, eh bien très bien, croyons tous à une transcendance, à une puissance, à un Dieu, etc. Et que maintenant chacun est libre d'honorer cela, de pratiquer cela de sa façon, sans obliger personne et sans dénigrer, sans obliger personne à faire la même chose et sans dénigrer ceux qui prient autrement avec d'autres habits, etc. Donc le traité sur la tolérance, la prière à Dieu qu'on trouve dedans de 1763 de Voltaire, c'est à peu près à la même date que William Penn. Et tout cela a été influencé effectivement par Hayy ibn Iqdan, qui est aujourd'hui bien oublié, encore qu'on le trouve à 10 dirhams sur les trottoirs des villes marocaines. Je l'ai vu, de mes yeux vus, on peut trouver à 10 dirhams, on peut se pencher, l'acheter. Mais je ne suis pas certain que les gens le lisent. Et je ne suis pas certain non plus qu'on puisse diffuser sa pensée. Alors, histoire de mettre un peu la pression sur Reda Ben Kiran, qui est là-bas, en principe, on devrait avoir quelque chose sur Hayy ibn Iqdan dans le très prochain avenir. Donc la dernière question sur laquelle je voudrais qu'on conclue cette rencontre, c'est, on a parlé d'autodétestation, on a parlé de langue commune, on a parlé de place des uns et des autres. En fait, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Il y a une seule planète et on peut pas faire autrement. Donc l'idée, c'est justement d'essayer de mieux se comprendre, de lutter contre les préjugés, mais ça appelle aussi à un devoir d'introspection de notre part, comme de toutes les parts. Et on a assisté à une sortie de l'histoire des Arabes, donc, qui est documentée dans ce livre. Et donc la question que je voudrais poser à Fouad, c'est bien entendu, on va parler qui parle de la sortie de l'histoire, mais surtout des possibilités de retour dans l'histoire. Alors, merci. Alors, cette histoire, on va régler ça une bonne fois pour toutes, parce que quand on raconte tout ça, finalement, les gens finissent par dire, bon d'accord, très bien. Il y a eu un certain moment, entre le 8e et le 12e siècle de l'ère commune, il y a eu une floraison de la pensée, de la philosophie arabe, des sciences arabes. C'était même la pointe de ce qui se faisait à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous êtes sortis, vous avez disparu, vous ne comptez pour rien? Harvard publie plus d'articles scientifiques en une année que tout le monde arabe. Par exemple, la Grèce traduit plus de livres en grec que tout le monde arabe. Enfin, on peut ajouter les trucs de plus en plus déprimants. Toi qui es poétesse, tu sais que les Marocains lisent 2 minutes par an à peu près. Donc tu n'as pas un grand public reste ici. Alors, je veux dire, on peut se poser. Alors, il y a plein de gens qui font des réponses, comment dire, ah oui, c'est parce que nous ne sommes pas restés assez musulmans. Ce sont des réponses qui n'ont pas de sens. En fait, c'est parce que ceci. En réalité, l'explication est très simple. C'est même pas une explication métaphysique, c'est une explication, j'ose dire, militaro-historique. L'empire des Abbassides, bon, il a duré ce qu'il a duré, et là, il y avait l'Andalousie, donc à l'ouest du monde arabo-musulman, et le reste, c'était en gros l'empire des Abbassides. Mais il s'est passé 2 événements concomitants. En 1236, la Reconquista espagnole, les rois catholiques, donc Ferdinand, non, c'était pas à l'époque Ferdinand et Isabelle, ils viennent après, c'était Alphonse, roi Alphonse. Donc, ils prennent Cordoue. Et donc, c'est la fin de l'émirat en Andalousie. Or, la Reconquista catholique espagnole, ce n'étaient pas des gens qui étaient passionnés par la philosophie ou la science. C'était l'Église qui arrivait. C'était vraiment le sabre et le goupillon avant la lettre. C'était la reconquête catholique. Et une fois qu'on a expulsé ces hérétiques de musulmans et qu'on a expulsé les juifs, on reste entre nous catholiques. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est faire de la philo. Parce que on n'a pas jeté tous ces gens-là pour faire de la philo. Donc 1236. Ici, Cordoue, c'est la fin de l'Andalousie. Et en 1258, vous voyez comme c'est concomitant, c'est 20 ans. On regarde l'histoire, 20 ans, c'est strictement rien, c'est 5 minutes. Là, c'est les troupes des descendants de Gengis Khan,
c'est les Mongols qui arrivent, les Turco-Mongols qui arrivent avec Hulagu, c'est son nom, et ils détruisent mais totalement Bagdad. Ils tuent à peu près 300 000 personnes, ils tuent tout le monde. Il y avait des pyramides de crânes, les eaux de l'Euphrate étaient rouges pendant des jours et des jours et des jours. C'est la destruction totale de Bagdad par les troupes turco-mongoles. Qui, c'est une parenthèse toujours, je trouve ça assez ironique, les turco-mongols arrivent, ils tuent tout le monde et ils se convertissent ensuite à l'islam. Ce qui me semble assez bizarre. Bon, on vous tue tous et après on se gratte la tête en se dit mais au fond vous avez raison, tiens, on va... paix à vos cendres. Et alors là, les Turco-Mongols, bon, après, l'histoire est très mouvementée. Bon, Mamelouks, enfin, c'est une histoire extrêmement... Mais en gros, il faut voir les dates. 1236, c'est la fin de l'Andalousie. 1258, c'est la fin de Bagdad, d'Al-Hikma, etc. Donc, après cela, par définition, il n'y a plus de science ou de philosophie, à une exception extraordinaire près, c'est Ibn Khaldoun, qui est ce que les statisticiens appellent une aberration. C'est-à-dire vous avez une belle courbe, etc. Tout à coup, vous avez un point. On ne sait pas pourquoi il est là, mais il est là. À part Ibn Khaldoun, il n'y a plus de possibilité réelle d'épanouissement de la science et de la philosophie en arabe, vu que l'Andalousie redevient espagnole, qui s'exprime en espagnol, elle devient catholique, et que de l'autre côté, ce sont les Turco-Mongols qui vont finir par se battre entre eux. Ensuite arriveront les Ottomans, et tout le monde arabe sera sous le joug des Ottomans, qui sont d'excellents guerriers, qui sont d'excellents organisateurs, mais les Ottomans n'étaient pas marqués par un désir de philosophie ou de science. Il n'y a pas eu l'équivalent du calife Mamoun qui a créé la Maison de la Sagesse à Bagdad. Donc voilà, la raison est simple. Ce n'est pas une raison métaphysique. Ce n'est pas, oh ouais, tout à coup, on n'était plus des bons musulmans, donc on ne faisait plus de la science, ou on était devenus trop musulmans et on ne faisait plus de la science. Ça n'a rien à voir. C'est réellement un événement militaro-historique des deux côtés. Donc c'est là que ça s'est arrêté. Alors donc, comment on fait pour rattraper le train? Alors, je pense, et je le dis quelque part, que ce n'est plus la peine de penser selon les mêmes catégories. C'est-à-dire, on ne peut plus maintenant penser en termes de sciences arabes, philosophie arabe, s'exprimer en arabe, ça n'a pas de sens. Puisque maintenant, toutes les universités, à commencer par celle où Reda, toi et moi, nous sommes professeurs, toutes ces universités dans le monde entier, c'est un savoir qui s'interpénètre, qui s'exprime à 80% en anglais. De toute façon, les gens vont ici ou là. Donc, on ne peut plus rêver d'une science arabe, d'une philosophie qui s'exprime en arabe, ça n'a pas trop de sens. Une philosophie qui s'exprime en arabe aujourd'hui, c'est une philosophie qui va traduire Sartre, Heidegger, qui va traduire Noam Chomsky, etc. Elle ne va pas être sui generis, si j'ose dire. Donc ça, il faut l'oublier. En revanche, ce qui me semble nécessaire, dans tous les pays arabo-musulmans, etc., chacun à sa façon. Moi, je préfère parler de mon pays. Comme ça, chacun s'occupe de son pays. Les Algériens s'occupent de l'Algérie, les Tunisiens de la Tunisie, les Palestiniens de la Palestine. Dans mon cas particulier du Maroc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on s'ouvre à la science, sans peur, c'est-à-dire en réintroduisant justement l'esprit d'Ibn Rushd, d'Ibn Tufail, etc. C'est de dire aux jeunes, mais ça, on est dans une actualité tous les trois, parce qu'on organise des choses dans ce sens, dans l'université où nous sommes, il faut se mettre en face de nos étudiants qui sont brillantissimes, parce qu'ils sont sélectionnés, et leur dire, n'ayez pas peur de la science, pratiquez, si vous avez la foi, c'est formidable. Personne n'a le droit même de vous adresser la parole s'il s'agit de la foi. Ce qui concerne une religion organisée, c'est autre chose, parce qu'on a le droit de parler aux gens de la religion organisée si elle semble nous exclure. Donc là, on a le droit de parler aux gens. Mais la foi, on n'y touche pas. Pratiquez, vivez votre foi, bravo. Pratiquez votre religion comme William Penn Sylvanie, c'est-à-dire sans embêter personne et sans que personne ne vous embête, surtout. Et n'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout de la pratique scientifique, parce qu'il n'y aura jamais un moment où le bout de la pratique scientifique va mettre en danger votre foi. Ce moment n'arrivera pas. Et d'ailleurs, on a demandé il y a 2 ans à un grand théologue marocain, respecté et tout, on lui a demandé, viens leur faire le même discours en arabe, toi qui es un grand théologue, il a tenu le même discours. Et voilà, c'est ce à quoi on peut aspirer pour reprendre le train de la connaissance, de la science, pour commencer à avoir aussi le prix Nobel. Le mois d'octobre est pour nous, chaque année, une humiliation rituelle. Les prix Nobel de physique. On a invité un Suisse, toi et moi, Michel Mayor, prix Nobel de physique, le premier à avoir découvert une exoplanète. On l'a invité, on l'a fait dîner à la Mamounia, qui est le meilleur hôtel du monde.
Et il a donné une conférence pendant 1 heure qui a été géniale de tout point de vue. C'est un monsieur qui a 86 ans, quelque chose comme ça. Un peu plus. Et pendant 1 heure, il nous a parlé et comment il a fait aucune concession scientifique. Il était vraiment dans la science. Comment il a découvert les exoplanètes, lui et son équipe ici en Suisse. Et les étudiants, l'auditorium était plein. Les étudiants étaient en train de regarder un prix Nobel, c'est-à-dire ce qu'ils aspirent secrètement à être un jour. Prix Nobel. Ils lui ont posé des superbes questions. C'était un grand moment. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre ce train en marche sans aucun complexe. Vraiment. Il n'y a pas de race humaine. Il y a une seule espèce humaine. On a le même cerveau. Il y a des génies partout. Le plus grand mathématicien de tous les temps, à mon avis, c'est Ramanujan, qui est une espèce d'Indien qui n'a même jamais fait d'études. Donc, il ne faut pas avoir de complexe. Il faut y aller, prendre le train. Et si on est conscient, justement, de ce qui s'est passé entre le 8e et le 12e siècle, pour les jeunes, moi, j'en ai pas besoin, toi non plus, Reda non plus, mais pour ces jeunes, cette espèce de haine de soi intériorisée, cette espèce de complexe, oui, tous les prix Nobel, regarde, chaque année, les prix Nobel physique, ce sont tous des Européens, des Américains, un Japonais de temps en temps pour faire une touche asiatique dans le tableau. Mais en chimie, c'est la même chose, il n'y a jamais... Non, mais il y en aura, il y en aura. Et d'ailleurs, on calcule à peu près, les calculs statistiques disent qu'en 2040, le premier prix Nobel sera un gars de notre université de physique. Rendez-vous. Merci Fouad. Je voudrais, avant de donner la parole au public, conclure cet échange par le dernier paragraphe du livre, donc pour parler de la place des Arabes dans l'histoire mondiale. Et il y a une question qui est posée. Sommes-nous condamnés à vivre ainsi, à nous regarder en chiens de faïence? Non, ce n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas des chiens. Et d'ailleurs, l'image ayant surgi, on s'avise bien à propos que la faïence a été inventée en Irak et transmise à l'Espagne musulmane, puis à l'Italie catholique, à la Renaissance, avant de conquérir pacifiquement le monde entier. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr, mais il illustre bien cet aphorisme. Je peux faire des choses, vous pouvez en faire d'autres, mais c'est ensemble que nous pourrons faire de grandes choses. Merci. Très jolie citation. Oui, merci pour votre... C'était extraordinaire. Mais je voulais juste revenir sur William Penn, parce qu'il y a quelque chose qui m'a un peu surpris. Il a dit donc liberté entière de pratiquer sa religion, à condition qu'on admette un seul Dieu. Et là, je me dis, il y a déjà une erreur par rapport à la liberté, parce que les Indiens qui étaient là-bas, ils adoraient le ciel, la lune, la terre, etc. Comment est-ce que vous expliquez ça? Non, mais quand j'ai écrit cette phrase, je m'en suis aperçu. Je suis d'accord avec vous. Quand j'ai écrit ça, je me suis dit, bon, William Penn a fait une petite restriction. Mais cela dit, ça ne pose pas vraiment un problème, parce que moi qui ne suis pas du tout un connaisseur... Alors vous parlez évidemment des Indiens d'Amérique, mais maintenant je vais parler des autres, les hindous. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'hindouisme, mais j'ai eu une fois une conversation extrêmement intéressante avec quelqu'un, et je lui ai dit, ce qui me rebute un peu dans l'hindouisme, c'est cette espèce de centaine de dieux que vous avez, 1000 dieux, je ne sais pas combien, etc. Ça rebute un peu mon esprit, je ne sais pas. Et il me dit, mais tu te trompes. Il te dit, au fond, nous sommes monothéistes. Mais ce sont simplement des façons d'apparition de la divinité. Mais au fond, nous savons qu'il n'y a qu'une divinité ou une forme de divinité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas rentrer réellement dans une discussion métaphysique, parce que bon, chacun peut aller très loin dans la métaphysique sans jamais conclure, en fait, mais que la restriction que faisait William Penn était pour dire il nous faut quand même quelque chose qui nous lie les uns aux autres. Ce qui se disait, c'est bon, je suis William Penn, vous êtes tous les nouveaux colons. Effectivement, il ne pensait pas trop aux Indiens, vous avez raison. Et vous êtes tous là, il y a des calvinistes, il y a des luthériens, il y a des catholiques, il y a des juifs. Vous savez quoi? Chacun a la liberté de conscience, de pratique, etc. Mais il faut quand même quelque part quelque chose qui nous lie. Et donc, il a fait cette espèce de restriction qui ne lui coûte rien, en fait, en disant, mais essayons au moins d'être d'accord sur « il y a quelque chose ». Vous savez, j'habite aux Pays-Bas par alternance maintenant. Et quand on a fait une enquête il y a quelques années aux Pays-Bas, on demande aux gens « qu'est-ce que vous êtes ?» Les gens, ils sont catholiques, ils sont protestants, etc. Et 30% des Néerlandais se sont définis comme des « iets ist ». « Iets », ça veut dire en néerlandais quelque chose.
Donc, ce sont des gens qui pensent il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Donc, il y a 30% des Néerlandais qui sont chosistes, itzistes. Bon, en fait, je pense que c'est un peu ce que voulait Pen. C'est-à-dire quand même, si je dis liberté de conscience totale, chacun fait ce qu'il veut dans son coin, etc., on va finir par se dire, mais qu'est-ce qui nous lie? Pourquoi est-ce qu'on se respecte les uns les autres? Qu'est-ce qui nous lie? Il nous faut quelque chose. Et alors, il a trouvé peut-être le plus petit commun dénominateur, qui était peut-être celui-là. Allez, on croit à quelque chose. On va l'appeler Dieu. Tu es en avance sur William Penn, toi. D'abord, j'aimerais féliciter les deux orateurs pour la substance et l'architecture de présentation du sujet. C'est très, très intéressant. Un complément que j'aimerais rajouter, personnellement, l'étude de la linguistique permet d'aller au-delà de l'histoire des hommes qui sont le reflet que nous en avons aujourd'hui. Que veut dire Dieu en sanskrit? Dieu, ça veut dire lumière permanente. Quand vous proposez cette définition à un astrophysicien américain d'origine vietnamienne qui a récupéré sa nationalité vietnamienne comme héros asiatique alors qu'il a la nationalité, je pense que vous voyez de qui je parle, il nous explique qu'effectivement, c'est par l'analyse spectrale de la lumière qu'on va au-delà de choses qui peut-être ont disparu sur le plan matériel, mais qui nous sont projetées intuitivement et ensuite mathématiquement jusqu'à notre cerveau. Et là, religion et géopolitique. Par rapport à la connaissance, j'ai entendu le mot éveillé, hein, qui est un très ancien mot qui existe dans toutes les religions, qu'elles soient chamanes, qu'elles soient amérindiennes, qu'elles soient de l'Inde. Pensons au Jain et au 5e Bouddha. Il y aura le fameux Bouddha. En sanskrit, Bouddha, ça veut dire éveillé. On aura les présocratiques avant Platon et Aristote qui seront interprétés de façon parfois géopolitique. On aura ces présocratiques qui sont influencés eux aussi par des migrations antérieures, hein, et qui vont nourrir des antagonismes liés à la géopolitique plus tard. Byzance, lorsqu'elle a pris le pouvoir, elle a détruit toutes les statues du Parthénon, parce que c'était dans la géopolitique et la politique officielle du nouvel empire byzantin quelque chose qu'il fallait éliminer. Donc chaque pouvoir va utiliser une idéologie en oubliant l'héritage de l'humanité qui leur est commun à tous. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Exactement aujourd'hui. Je pense qu'il reste quand même un substrat auquel on n'arrive pas à toucher malgré toutes les tentatives. Et c'est aussi, je pense que si nous sommes tous aujourd'hui ici, c'est pour essayer de gratter tout ce qui est superficiel et essayer de remettre en lumière ce genre de choses. Regardez dans toutes les prières des religions, on parle de la lumière de sagesse. C'est intéressant parce que c'est très ancien. Donc effectivement, il y a beaucoup d'espoir, mais n'oublions jamais que la religion fait partie de la géopolitique. Oui, vous avez raison. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je ne vais pas réagir longuement, mais ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites. Vous avez commencé à parler linguistique. On est dans le pays de Ferdinand de Saussure, qui a inventé la linguistique. Vous avez dit qu'en sanskrit, Dieu signifiait lumière permanente. Et vous avez dit c'est autre chose que l'analyse spectrale de la lumière. Alors, de façon très étonnante, ce matin au petit déjeuner, avec mon ami Saad, mon ami Reda qui est là, avec Marie-Laure, avec d'autres personnes, on a parlé de Bachelard et du feu. Et on a dit que Bachelard, il pose la question, qu'est-ce que le feu? Il y a des gens qui disent, le feu, ce sont des belles flammes, c'est de la poésie. Et puis Bachelard dit, oui et non. Il y a aussi le feu, en tant que scientifique, le feu, c'est une équation. Un truc plus un truc qui s'oxygène, il y a un dégagement de chaleur qu'on peut calculer au joule près, etc. Et donc, si vous voulez, il y a les deux. Alors, le savant dont vous avez parlé, qu'on essaye d'avoir, que Reda essaye d'inviter entre le 20 et le 26 février à notre université pour donner une conférence, qui est Trinh Xon, j'arrive jamais à me souvenir de son prénom, mais son nom de famille c'est Trinh, Trinh Xon something.
Je m'excuse auprès de lui parce qu'il faut jamais. Moi aussi, j'ai un nom bizarre. Fouad Laoui, c'est pas non plus Jean-Pierre Dupont. Mais si vous voulez, ce qui serait sympathique, c'est à chaque fois de s'entendre sur l'angle d'approche qu'on prend. Soit on prend un angle scientifique et effectivement, la lumière, ce sont des photons, et en plus avec la bizarrerie quantique, c'est à la fois des photons et une onde, etc. C'est extrêmement intéressant. Mais que la lumière, si on le prend dans un autre sens spirituel, vous avez dit que c'était dans toutes les religions, pour les soufis, les mystiques musulmans, ils parlent toujours d'un verset qui est le verset de la lumière, où on essaye de parler de Dieu. Ils disent « Nour ala nour », lumière sur lumière, cachée dans une niche, etc. C'est un très beau verset qui s'appelle le verset de la lumière, et qui essaye de rendre compte de cette contradiction inhérente aux religions, en particulier à l'islam, de dire d'un côté, il est impossible de même essayer de comprendre comment est Dieu, et de l'autre, essayer de se le représenter. Donc c'est l'histoire de Nour ala Nour, qui est autre chose que le photon et l'onde. Et on peut, pour revenir à la question précédente sur William Penn, on peut vivre ensemble, à condition qu'à chaque fois on décide à quel niveau on parle. Est-ce qu'on parle à un niveau mystique, un niveau scientifique, un niveau personnel, un niveau, et là on peut très bien s'entendre. Et pour éveiller Bouddha, alors ça m'a rappelé, parfois vous savez, on sait quelque chose, on l'oublie, quelqu'un vous dit, et vous vous souvenez que vous le saviez. Et je ne sais pas si je l'ai mis dans mon livre, parce que quand je parlais de Hay ibn Iqdan, donc Iqdan veut dire éveillé, je sais que j'ai su que Bouddha voulait dire éveillé. Et je ne sais même pas si je l'ai mis dans mon livre. S'il y a une seconde édition, je le mettrai. Merci. Oui. Oui. Cette fameuse phrase de la sagesse grecque, oui. Connais-toi toi-même. Oui, oui, oui. Connais-toi toi-même. L'équivalent de réveiller. Exactement, c'est une sorte d'éveil. Les autres en héritage, cette pensée qui traverse le monde jusqu'à nos jours. Tout à fait. Al-Shukran, docteur Lahouri. Merci. Je vais poser la question. Alors, je m'excuse, je vais poser la question en français. On devrait la poser à ce stade en arabe. Mais voilà. Du moment que ce n'est pas en anglais, je suis content. Je pourrais vous la poser en néerlandais, mais on ne va pas forcer les Ja, natuurlijk. Ik ga nu meteen Nederlands spreken. Spreekt u Nederlands? Ja, maar later. Ok, later. Alors, évidemment, vous touchez le thème de l'épistémologie. Donc, il y a une myriade de questions qu'on aurait envie de vous poser. Il y a ce que vous disiez sur l'influence aristotélicienne dans la Renaissance, la théologie catholique. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Oui. Et puis, il y a la question des Lumières écossaises et de l'influence du monde monastique irlandais, qui probablement a aussi joué son rôle, et pas tout simplement l'influence arabe. Ce que vous dites sur l'influence arabe est essentiel, c'est évident. Mais la vraie question que je voulais vous poser, c'est, il me semble, il y a un sous-entendu dans le titre de votre intervention, c'est le texte de Samir Kassir, Considération sur le malheur arabe. Oui, je connais. Et moi, ce que je trouvais intéressant, peut-être, c'est de mettre en écho votre travail remarquable, donc de redonner vie à la culture arabe, et le travail malheureux que Samir Kassir a fait d'essayer de faire un bilan de la situation actuelle du peuple arabe. D'accord, merci pour cette question. Alors oui, je suis d'accord, par exemple, sur l'histoire de la Renaissance écossaise avec David Hume, mais aussi Adam Smith et son livre sur Theory of Moral. Oui, bien sûr, il y a eu partout des foyers comme ça de connaissances. Alors, on ne sait pas très bien où sont les lignes d'influence, etc., mais vous avez parfaitement raison. Sur les considérations sur le malheur arabe, de Samir Kassir, qui est effectivement un livre très intéressant. Moi, je n'ai pas voulu être... comment dire ? J'ai pas voulu être dans le... Je dis pas d'ailleurs qu'il l'est, lui, dans le ressentiment. J'ai pas voulu être dans une espèce de macération de « oh là là, qu'est-ce que nous sommes malheureux, c'est la faute à un tel, c'est la faute à la langue arabe », comme il y a des gens qui ont dit « c'est en fait la faute de la langue, etc. » J'ai pas voulu être dans cela parce que je préfère regarder vers l'avenir. Et si j'ai évoqué tous ces cas extrêmement précis, c'est en fait avec une idée très simple, que
que ça soit pris dans les programmes universitaires. C'est réellement une option assez concrète. Ce que je voudrais, c'est que dans les programmes universitaires, on prenne ça en compte. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est d'abord pour réparer une injustice. C'est-à-dire on ne peut pas écrire l'histoire de la pensée humaine sans parler de l'apport des Arabes entre le 8 et le 12e siècle. De même qu'on minimise l'apport de l'Inde, par exemple. L'Inde a eu d'excellents mathématiciens il y a 1000 ans. Alors on connaît tous Ramanujan, c'était il y a juste un siècle, mais il y a une histoire, et la Chine a eu aussi son lot, et il y a des civilisations non écrites qui ont probablement produit aussi des choses formidables qu'on ne connaît pas. Donc du simple point de vue de la justice, d'une certaine façon, il faut en parler. Mais on peut aller plus loin. Pour mieux se comprendre, ce serait quand même extraordinaire qu'un petit garçon, une petite fille française, suisse, américaine, etc., soit aussi familiarisé avec un nom comme Ibn al-Haytham qu'avec Newton. Parce que dans ce cas, elle ne verrait plus de façon instinctive, elle ne verrait plus le monde arabe où tout le monde s'appelle Ibn quelque chose comme un corps étranger. Parce que ça, c'est quelque chose qui est presque de l'ordre de l'instinct. Maintenant, chez les Américains, regardez les films là, à Hollywood, etc., les Arabes, c'est un corps étranger. C'est vraiment... Si on familiarisait les enfants dès le départ avec l'idée que, effectivement, Harvey a découvert au XVIIe siècle la circulation du sang dans le corps humain, mais que Ibn al-Nafis avait fait la même découverte 5 siècles avant, et on montre le manuscrit qui se trouve à Damas, où on voit Ibn Nafis qui décrit la circulation du sang. Le petit garçon, la petite fille vont se dire, mais c'est super, j'espère qu'ils vont se le dire, il y a eu un anglais génial, il y a eu un arabe génial, qui était peut-être même perse. Il y a eu... On nous parlerait de Newton, qui est un génie absolu. Je tiens vraiment à chaque fois à souligner ça. On ne retire rien au génie de Newton en disant que son optique est basée sur l'optique de Ibn Haytham, sous son nom latin Alhazen. Le traité d'optique d'Alhazen circulait quand même. Et aujourd'hui, on nous enseigne l'optique comme si elle avait été inventée par Descartes pour l'optique géométrique et par Newton, alors qu'on ne nous parle jamais d'Al-Hazen. Le petit garçon, la petite fille, donc tout le monde arabo-musulman ne serait plus un corps étranger, mais seraient des gens qui ont participé à l'évolution de l'esprit humain. Et en plus, si ce petit garçon et cette petite fille suisse, par exemple, s'appellent en fait, je ne sais pas, Rachid ou Fatima, ce sont des petits Suisses, je suis désolé, ce sont des Suisses, mais qui sont des... Vraiment, je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Et en fait, ils sont nés ici, ils vont faire leur vie ici, ils sont citoyens suisses, mais ils portent ce nom étrange de Rachid ou Melika. Mais si à l'école, dès tout petit, on parlait de Biruni, Ben Rushd, Abu Hamid al-Ghazali, ce ne seront plus des noms étrangers. Et eux-mêmes se sentiraient peut-être plus à l'aise ici, en se disant, parce que je vous dis, l'humiliation rituelle d'octobre, on voit tous les prix Nobel s'appellent John. C'est quand même un peu ennuyeux, ça commence à devenir un peu répétitif, quoi. Mais si de temps en temps, il y avait... on a eu des prix... On devrait d'ailleurs... Voilà une excellente idée. On va faire des prix Nobel à titre posthume. Et on va donner un prix... On va faire dans notre université, on va donner un prix Nobel de physique pour l'année 890 à Ibn Haytham. Et on va inviter un lointain descendant d'Ibn Haytham, on va lui donner $1 million. On n'a pas $1 million. On va lui donner en fausse monnaie $1 million. Non, vous voyez ce que je veux dire? Ce livre, je ne suis pas dans la macération, dans le regret. Vous voyez ce que je veux dire? Il a une optique très pratique, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors, rebonjour. J'ai en fait une curiosité un peu personnelle. Oui. Comme un Suisse qui a plus ou moins grandi dans le système d'éducation arabe, complètement depuis la première primaire, j'ai en fait la réalisation qu'il y a comme on va dire des classes de privilèges, on va dire, ou de supériorité intellectuelle qui sont plutôt données à l'Europe et aux États-Unis comparés aux Arabes. Et que, évidemment, des noms comme Ibn al-Haytham ou je dirais même Ibn Taymiyyah ou des philosophes qui sont parfois en 2e, si pas 3e degré, même dans le monde arabe.
Et évidemment, je viens de la Palestine et des rues données à Ibn Tufayl sont très nombreuses et personne ne connaît. Ouais. Mais j'ai une question en fait Oui. au côté, ce qui revient aussi au nom de Hayy Ben Yaqdhan, vivant fils d'éveillé ou réveillé. Oui. Est-ce que c'est un devoir, vous trouvez que c'est un devoir personnel ou institutionnel que l'information, en toutes ses formes, soit accessible à la jeunesse, on va dire, arabe, Oui. musulmane. Est-ce que c'est un devoir personnel de soi-même chercher, Mhm. malgré les obstacles, malgré l'information qui est considérée comme, on va dire, pas toujours acceptée par le quotidien, ou est-ce que c'est l'institution qui devrait donner ça, et sinon, ben, tant pis. Non, c'est une très bonne question. Et réellement, elle est au cœur du sujet. Et d'ailleurs, ça rappelle un peu ce que je viens de répondre à monsieur. D'abord, il faudrait que ce soit du côté institutionnel. Parce que, bon, certains ont la chance d'avoir des parents formidables qui leur apportent la culture, c'est fantastique. Tout le monde n'a pas cette chance-là. C'est à l'école qu'on commence à acquérir le savoir et qu'on commence à acquérir ce que vous appelez des schémas. C'est-à-dire, effectivement, si l'école, le prof nous parle, comme j'ai été dans le système français, quand le prof nous parlait de Descartes, Galilée, Huygens, Newton, etc., mais le prof avait des trémolos dans la voix. C'est-à-dire, on est en train de parler de génie. Et il faut vraiment s'incliner. Si le système institutionnel nous apprend que tous ces génies avaient des noms européens, etc., on va finir instinctivement, l'enfant va finir instinctivement par intérioriser ce complexe, par développer un complexe d'infériorité. Et là, vous m'inquiétez, en fait, quand vous me dites que même en Palestine, et pour moi, je pense, alors c'est un préjugé qui n'a aucun fondement, je pense que l'éducation est plutôt bonne en Palestine. Bon, c'est un préjugé, encore une fois, sans aucun fondement. Hein? Non, je pense quand même que les Palestiniens se sont rendus compte, il y a quelques décennies, que la seule chose qu'ils pouvaient avoir, c'est le savoir. Ils n'ont pas d'armes, ils sont lâchés par tout le monde, manipulés par tout le monde, etc., etc. Et quand on regarde les chiffres dans le monde arabe de scolarisation, de résultats scolaires, etc., les Palestiniens sont réellement au top. Ça, je le sais, c'est même pas une invention. Mais si vous me dites que même dans ce système qui est considéré comme l'un des meilleurs du monde arabe, on met Ibn Tufayl en deuxième division et on met Newton en série A, ce qui est normal, mais moi, ça m'inquiète. Allez-y. En fait, j'ai seulement appris de Ibn Tufayl et Hayy Ben Yaqdhan à l'université, qui était un établissement complètement américain. La première fois où j'ai entendu parler de Hayy Ben Yaqdhan, c'était en anglais. In English. Et traduit. Au Maroc, on a un personnage qui est né en 1500 dans la ville de Fouad, qui s'appelle Estebanico. C'est Mustafa Zammouri, qui est le premier Marocain à être allé aux États-Unis, qui est célébré aux États-Unis. Leila Alami a écrit un livre sur lui, mais au Maroc, personne ne le connaît. Mais c'est inquiétant ce que vous me dites, que la première fois que vous avez entendu. Mais en même temps, ça conforte un peu ce que je dis moi-même dans mon livre, c'est que tous ces gens sont devenus des noms de rue ou des noms de lycée, mais qu'on ne regarde pas réellement ce qu'ils ont dit, parce que quand même, il y a un danger dans ce qu'ils ont dit, parce qu'ils avaient une pratique extrêmement libre de la pensée. Et tout à l'heure, on a fait le résumé, en gros, de Ibn Tufayl et aussi d'Ibn Rushd avec sa théorie des deux vérités. Bon, c'est quand même un peu dangereux, et ça suppose d'avoir un peuple assez sûr de soi, une certaine maturité des gens qui ne sortent pas dans la rue à n'importe quel instant pour se disputer. Enfin, quand même, il y a certaines conditions. Mais pour répondre à ce que vous dites, c'est d'abord du côté institutionnel. Alors, du côté parental, c'est le plus beau. Si vraiment les parents sont à la hauteur et qu'ils disent à leur enfant, bon, tu es suisse, tu es français, tu es néerlandais, etc., c'est très bien, il faut que tu sois fidèle à ce pays, etc. Mais sache que du côté de ton père, c'était pas des ânes non plus. Je veux dire, du côté de ton père, il y a eu une floraison intellectuelle extraordinaire, le 8e. Bon, déjà, les parents peuvent faire ça. S'ils ne le font pas, c'est le rôle de l'école. Et ça rejoint donc ma réponse à la question précédente. C'est du point de vue des programmes. Et je donne d'ailleurs l'exemple extraordinaire, un dialogue en France. Alors, il y a eu puisque monsieur parlait de linguistique, il
il y a eu un très grand spécialiste de littérature comparée, qui était aussi un linguiste, qui s'appelle René Etiamble en France, qui connaissait très bien le monde arabe aussi. Et un jour, il va voir Raymond Aron, qui était le président du jury d'agrégation de sociologie. Et il lui dit, monsieur, c'est un scandale, parce que j'ai lu tout le programme. Vous parlez de sociologie. Il n'y a pas le nom d'Ibn Khaldoun dans votre programme. Et il dit, dans le livre d'Etiamble, il ajoute, ce jour-là, Raymond Aron resta silencieux. Point. Donc je ne sais pas comment interpréter cette phrase. Je ne sais pas, est-ce que Raymond Aron ne connaissait même pas Ibn Khaldoun, ce qui est quand même extraordinaire si on est le président du jeu. Je rappelle quand même qu'Ibn Khaldoun a créé une science qu'il a appelée lui-même Ilm al-Mujtama' al-Insani, c'est-à-dire la science de la société. Donc, dans Muqaddimah, Ibn Khaldoun dit je suis en train d'inventer une science que je propose d'appeler sociologie. C'est Ibn Khaldoun qui dit ça au XIVe siècle. Et ensuite, avec beaucoup de... Il donne des choses extrêmement intéressantes. On a pu même reconnaître la distinction marxienne entre valeur d'usage, valeur d'échange, entre le kesb et le machin. C'est passionnant, Ibn Khaldoun. Rien. Je donne des exemples dans mon livre. Je vous ai dit, quand j'étais à Paris, j'allais l'après-midi, je poussais des portes et je me retrouvais avec Emmanuel Leroy-Ladurie, je me retrouvais avec Claude Lévi-Strauss, je me mettais tout petit dans un coin et j'écoutais. C'était les Lumières en France. Ce sont des gens de très grande valeur. Mais je donne des exemples ici. On fait un livre sur du Vigneault, des gens comme ça que tu as fréquenté personnellement. Du Vigneault, ils parlent de la sociologie. Rien sur Ibn Khaldoun. Rien. On parle de un livre qui s'appelle tout simplement Philosopher. Le verbe philosopher, philosopher. Je le prends, il fait 800 pages. Pas un nom arabe, pas un. La philosophie commence avec le miracle grec, avec la grande bagarre entre Démocrite, entre Parménide et Héraclite. Ensuite, il y a Socrate qui arrive, il y a Platon, machin. Hein. Tout à coup, tout le monde s'endort pendant 1000 ans. Et on se réveille au XIVe siècle en Italie, le Quattrocento arrive. Et quoi? Un livre qui s'appelle Philosopher, qui est publié aux éditions Robert Laffont dans la collection bouquin. Pas un nom arabe. Attends, mais ça se tapait la tête contre les murs, quand même. Donc, pour résoudre, c'est parental, institutionnel, et ensuite, effectivement, personnel. Et là, j'ai un intérêt carrément pécuniaire dans cette affaire, il faudrait que tout le monde achète mon livre. Non, mais le personnel en question, c'est de faire ce que, modestement, j'ai essayé de faire. C'est-à-dire, j'arrive à Paris, je me rends compte que je suis nul. Je suis marocain, je ne parle même pas l'arabe, je ne connais rien de l'histoire des Arabes. Je connais en revanche, je peux vous citer la Bruyère, je peux vous citer les fables de La Fontaine par cœur, je peux vous parler de Harvey, la circulation du sang, machin, mais je ne sais rien. Et donc, j'ai fait cet effort-là. Alors, tout le monde n'a pas le temps de faire cet effort, l'inclination, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, les machins trucs. Moi, je parle d'un temps où on avait à peine le téléphone fixe. On n'avait rien d'autre que ça. On avait le temps. Aujourd'hui, c'est difficile. Mais si on veut le faire, on peut le faire. Pourquoi? Parce que le savoir est gratuit. Le savoir est gratuit. Il suffit de rentrer dans une bibliothèque ou sur Internet, vous avez tout aujourd'hui. Le savoir est gratuit. Il faut simplement savoir s'orienter. Le savoir est gratuit, il est tellement dispersé. Il y a 90% de ce qui se dit sur Internet, c'est de la foutaise. On va dire Napoléon était une femme, en fait. Enfin, ce genre de conneries. Mais il y a quand même un savoir. Et on peut l'acquérir. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour cette conférence qui est passionnante. C'est assez incroyable l'anecdote sur le titre que je trouve aberrante. Mais justement, je voulais revenir sur le mot arabe parce que, en fait, quand tu dis, voilà, il y a terrorisme égal, ça c'est une question identitaire. Et moi, ce que je veux dire, c'est ce qui serait intéressant, et j'ai l'impression que c'est ce que tu dis, c'est plus l'héritage, parce que là, on parle d'héritage plus que d'identité, d'héritage des idées au niveau en fait de l'humanité. Et ça me rappelle un livre de Roger Paul Droit, qui est un philosophe qui a écrit Voyage dans les philosophies du monde, et il dit exactement ce que tu dis, mais pas que pour le monde arabe, mais pour le monde entier, où il dit en fait il y a eu une domination, et je rejoins monsieur quand il parlait de géopolitique, une domination à un moment qui a été européano-centrée, et du coup il y a eu une sorte de cristallisation de la philosophie grecque comme philosophie
première. Et Roger Poldroit disait qu'il a fait Normal Sup, il a fait toutes les grandes écoles, et il disait, moi, mes profs me disaient que les grands philosophes, c'était Platon, Aristote, et que, à la rigueur, les autres régions du monde ont des sagesses, mais pas des philosophies. Et son livre, c'est une réhabilitation en disant, non, en fait, en Chine, en Amérique latine, en Afrique, dans les pays arabes, c'est des philosophies aussi, avec toute cette réflexion cartésienne, qu'on veut dire rationnelle. Et c'est ce que tu dis, toi, et je me demandais, donc ma question, c'est, est-ce que on ne parlerait pas plutôt, là on est dans ces belles rencontres Orient-Occident, d'héritage plutôt que d'identité? Parce que par exemple, quand tu dis il ne faut pas avoir de haine de soi, moi j'ai un peu le même parcours que toi, dans le sens où je suis marocaine, j'ai grandi à Casablanca, lycée français, donc, et j'ai vu à Paris que effectivement il n'y a pas forcément de prénoms comme les grands philosophes, etc. C'est plus des prénoms différents de Fouad. Mais pourtant, je ne vais pas me sentir... Moi, si je devais m'identifier, ce serait d'abord méditerranéenne, mais pas forcément. Et du coup, voilà, est-ce que ce ne serait pas, pour se mettre d'accord avec nous-mêmes, parler d'héritage qui sont pluriels, dans un monde ultra-mondialisé où on est maintenant franco-marocain, britannico-libanais, et on est de plus en plus mélangés. Donc pour moi, ça n'a plus trop de sens de parler d'identité que de parler d'héritage. Enfin, voilà, d'accord, merci. Alors, j'évite vraiment cette histoire d'identité. Mon ami Amin Malouf a été plus rapide que moi en publiant Les identités meurtrières. On était au moins une vingtaine à avoir envie d'écrire le même livre. Il a été plus rapide que moi. Il me cite d'ailleurs très souvent dans ce livre. Je pense que les identités, c'est très dangereux. Donc moi, j'évite complètement cela. Et j'arrête pas de me répéter, je radote en disant à chaque fois, quand je suis dans n'importe quel public, je sors toujours ma phrase fétiche. Il n'y a pas de race humaine, il n'y a qu'une espèce humaine, une espèce humaine, et c'est sur cela qu'on devrait se baser, au lieu de chercher des identités qui peuvent, comme le dit très bien Amin Malouf, devenir meurtrières, en ce sens qu'elles... Donc moi, franchement, j'aime pas trop cette histoire d'identité, j'en parle jamais. Dans ce livre-là, il s'agissait de réparer une injustice, en fait. Et je l'ai écrit, parce que je me sentais concerné, mais si par exemple, on avait décidé, une fois pour toutes... Vous savez, quand j'habitais en Angleterre, il y avait un journal d'extrême droite qui donnait les résultats de foot en enlevant les buts marqués par des joueurs noirs. Par exemple, si Arsenal... Mais je l'ai vu, ce journal. Si Arsenal avait battu Manchester United 3-2, mais que les 3 buts d'Arsenal avaient été marqués par un joueur noir, le journal disait Manchester United a battu Barcelone 2-0. On en est là. On en est là de cette histoire d'identifier les gens à la couleur de leur peau, à une espèce d'identité. On en est là, on en arrive à des absurdités pareilles. Donc j'écarte tout cela. Et je veux dire, si on éliminait aussi de la pensée toute une branche, par exemple, si on disait, par exemple, les Russes n'ont jamais rien fait en maths, alors qu'ils ont fait des choses formidables en maths, je serais aussi révolté. Mais exactement dans les mêmes proportions. Je serais révolté et j'attendrais à ce que quelqu'un écrive un livre pour réhabiliter cette vérité qui serait occultée. Elle n'a jamais été, en fait. Donc, si tu veux, c'est dans cet état d'esprit. Maintenant, pour ce qui est de l'héritage, personnellement, moi, je m'appelle Federico de Santis, comme tu le sais, puisque quand je réserve dans un resto italien à Paris, je dis « Bonjour, je m'appelle Federico de Santis et je veux réserver ». Et je me présente en tant qu'Italien pour être bien servi, pour qu'ils ne se moquent pas de moi, qu'ils ne mettent pas du parmesan sur le poisson, un truc comme ça, tu vois. Parce que je prétends effectivement que chacun devrait s'approprier, tu vois, tout ce genre d'héritage. On est méditerranéen, on est de l'espèce humaine, on est ceci et cela. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Alors, pour ce qui est de Roger Poldroit, alors quand tu liras mon livre, tu vas t'apercevoir que j'ai un problème avec lui. Parce que parfois, il dit des choses extrêmement intéressantes et après, il se contredit. C'est comme le grand savant français Ernest Renan. À un moment, j'ai eu une période où j'étais fasciné par Renan. J'ai acheté tous les livres de Renan. Je suis allé dans des petits villages français en disant « Est-ce que vous n'avez pas tel livre de Renan ?» Et je lisais beaucoup Ernest Renan. Et un jour, mon oncle me dit « Mais qu'est-ce que c'est cette fascination pour ce raciste ?» Et après, je m'aperçois que dans Renan, on trouve chaque chose et son contraire. Parfois dans la même page. Dans la même page, il dit « Les Arabes sont forts. » Ernest Renan a fait sa thèse sur Ibn Rushd, en fait. Sa thèse s'appelle « Averroès et l'averroïsme ». Dans la même page,
Ernest Renan dit les Arabes sont formidables, les Arabes sont complètement stupides, l'islam c'est formidable, l'islam c'est complètement ridicule. Dans la même page, il n'arrive pas. Alors qu'il lisait l'arabe, il connaissait la pensée. J'ai l'impression que Roger Paul Droit, dont je parle ici à propos de l'affaire Guggenheim, tu sais, Sylvain Guggenheim, cet homme-là, qui n'est pas un spécialiste ni du monde arabe, ni de l'islam, ni rien du tout, et qui s'est senti obligé d'écrire un livre en disant que, mais non, les Arabes ne nous ont pas transmis l'héritage grec, c'est passé par le mont Saint-Michel. Mais d'abord, on sait tout cela. Il y a eu d'autres façons de transmettre l'héritage grec. Mais en gros, il est vrai spécialiste du genre Alain de Libera, des gens comme ça, qui, eux, savent de quoi ils parlent. Ils ont dit, mais attendez, la grande transmission de l'héritage grec, à 90%, c'est passé par les Arabes, et ça a été enrichi. Maintenant, j'arrive à ton histoire de sagesse. En arabe, d'ailleurs, le mot hikma, qui signifie sagesse, c'est le mot qu'utilisait Averroès pour désigner la philosophie. Là, on est encore dans le danger que je pointais tout à l'heure, de se faire tromper par le langage. C'est pas parce que quelqu'un me dit, mais en fait, votre philosophie, c'est pas de la philosophie, c'est de la sagesse. Bon, mais ce sont des mots. Dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que les Grecs ont été les premiers à inventer la pensée conceptuelle. Je donne un exemple très clair, sur le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, tout le monde sait ce que c'est. Or, il se trouve que les Égyptiens connaissaient le théorème de Pythagore sous la forme 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Ils connaissaient cette forme-là, et cette forme-là, ils l'utilisaient pour retrouver les limites de leur champ après la crue du Nil. L'effort théorique conceptuel des Grecs, c'est d'étendre 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré à A au carré plus B au carré égale C au carré dans tous les cas de figure où il y a un triangle rectangle. Donc là, on passe d'un savoir à une science. Ça devient du conceptuel. Cela est vrai dans le domaine des mathématiques. Maintenant, dans le domaine philosophique, évidemment, c'est surtout avec Aristote et son histoire de catégories, son histoire de potentiel et d'actuel, etc., qu'il donne des armes conceptuelles pour penser le monde. C'est tout à fait vrai. Mais ça ne veut pas dire que ce soit supérieur par essence à une sagesse. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'une sagesse qui permet une éthique, qui permet de vivre d'une bonne façon, mais les Grecs aussi avaient cela, puisque l'objet de la philosophie, même chez Aristote, c'était ce qu'ils appelaient la bonne vie. C'est comme ça qu'on traduit, malheureusement, mais c'est comme ça. La bonne vie. Mais la bonne vie, que tu l'approches d'un angle conceptuel, comme chez les Grecs, ou d'un angle qui n'est pas tout à fait conceptuel, qui est presque poétique, à l'arrivée, l'objectif est le même. Donc, établir une distinction entre philosophie et sagesse me semble un peu tiré par les cheveux. Voilà. Je suis d'accord avec toi, et c'est exactement ce qu'il dit, c'est ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est que, justement, c'est des philosophies, et que pendant longtemps, l'héritage grec, on disait, alors que les Grecs eux-mêmes disaient aux autres, disaient des autres, c'est des philosophes, les philosophes parce que c'est des philosophies, mais on a rabaissé en utilisant le mot sagesse pour montrer que c'était pas le cas. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Alors, je profite outrageusement de l'occasion pour ajouter un point. Beaucoup de gens, pas forcément Roger Paul Droit, mais beaucoup de gens en Europe finissent par concéder quelque chose. Finissent par dire, oui, bon, d'accord, les Arabes n'ont pas été toujours complètement nuls. Et bon, au moins, ils nous ont transmis la philosophie grecque. Et ça, c'est problématique parce qu'il parle de transmission. C'est-à-dire, comme, tu vois, je prends un chocolat, je te le transmets, je te le donne. En fait, j'ai rien fait dans cette histoire, je t'ai transmis. Or, c'est pas vrai, parce qu'en réalité, ça a été profondément enrichi. En particulier, on sait qu'Averroès a fait le petit commentaire, le moyen commentaire, le grand commentaire. Dans son grand commentaire d'Aristote, et ça, les spécialistes le savent, Averroès a créé réellement une pensée réellement innovante. Et dans certains cas, comme par exemple le traité de l'âme d'Aristote, tout le Moyen-Âge a lu le traité de l'âme par le commentaire d'Ibn Rushd, parce que personne n'arrive à comprendre ce livre extrêmement difficile. Je sais, j'ai essayé de comprendre le traité de l'âme dans la version aristotélicienne, qui est extraordinairement compliquée. Et quand on va chez Ibn Rushd, les choses deviennent plus claires. Et il ne s'agit pas d'une transmission, en réalité. Ça va beaucoup plus loin que la transmission. Donc je ferme cette parenthèse. Pour aller tout à fait, pour rebondir sur ce que vous dites,
Il s'agit de cette translatio qui est effectivement... La translatio studii, comme ils disent. Et là, merci infiniment de nous rappeler toutes les sources de cette translatio. Et ça tombe trop bien que vous le fassiez au sein des rencontres Orient-Occident, parce que l'origine des rencontres, c'est une exposition qui a eu lieu à Genève, qui s'appelait à la Fondation Bodmer, que vous connaissez sans doute, sur les racines spirituelles de l'Europe. Et je peux vous assurer, parce que c'est aussi ce qui a un manque qui a créé les rencontres, toute la pensée arabe, même la pensée égyptienne, était rappelée mais ils avaient oublié, contre, les chrétiens d'Orient pour parler des racines spirituelles de l'Europe. Donc, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et ma question, je me demande, en fait, en vous écoutant, dans quelle mesure on a les problèmes géopolitiques que nous avons maintenant ne viennent pas aussi de cette négation, en fait, de cette ignorance plutôt que la négation, qui est une forme d'humiliation. Et dans quelle mesure essayer de réintégrer toutes les philosophies, toutes les sagesses, tous les savoirs ne peut pas déboucher sur une nouvelle géopolitique de la créolisation. C'est ce qu'avait proposé, entre autres, Patrick Chamoiseau, qui est venu ici aussi souvent. Merci. Alors, oui, tout d'abord, les chrétiens d'Orient, vous avez raison de rappeler ça, parce que l'intérêt d'avoir un empire, c'est l'empire des Abbassides, c'est d'avoir 200 ethnies différentes, 10 religions différentes. Et dans la fameuse maison de la sagesse, Beit al-Hikma, les premiers traducteurs étaient chrétiens, Ishaq ben Hunayn en particulier. Il y a eu un grand apport des chrétiens d'Orient, participation dans cette philosophie et cette science qui s'exprimait en arabe, qui s'écrivait en arabe entre le 8e et le 12e siècle. Vous dites le problème géopolitique. Bien sûr, moi je me souviens, et je pense même que j'en parle dans ce livre, en 2003, juste avant la destruction de l'Irak on dit par George Bush, par Dick Cheney, en fait. George Bush, c'est un imbécile. C'est Dick Cheney qui a détruit l'Irak, c'est pas George Bush. Juste avant la destruction de l'Irak par Dick Cheney, il y avait sur Fox News, et je l'ai vu de mes yeux vus, un général américain à qui, à l'époque, on faisait croire au monde entier que l'armée de Saddam Hussein était la 3e ou la 4e armée du monde. Et il y a quelqu'un qui dit à un général américain, il dit, mais vous allez attaquer l'Irak, est-ce que vous ne craignez pas de prendre une raclée, etc. Et j'ai entendu le gars, je l'ai vu et entendu, qui a fait cette réponse extraordinaire. Non, nous allons absolument battre les Irakiens parce que notre Dieu est plus fort que leur Dieu. C'est à peu près la phrase la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie, réellement. À la limite des arguments militaires, genre on a des fusées plus puissantes, j'aurais pu comprendre, mais notre Dieu... On en est là, c'est un général de US Army qui dit ça. En plus, et le plus beau, c'était à propos de la même guerre en 2003, et cette fois-ci, c'était George Bush, le paravent de Dick Cheney. C'était George Bush qui disait on va apporter la civilisation à ces gens-là. À ces gens-là. À ces gens-là. Stanley Kramer, qui est le grand spécialiste, a écrit un livre qui s'appelle « L'histoire commence à Sumer ». Sumer, c'est en Irak. C'est l'Irak actuel. Le croissant fertile, ce qui s'est passé au néolithique, l'invention de l'écriture, tout ça, c'est là. Et George Bush dit on va leur apporter la civilisation. Il y a une ignorance totale qui fonde effectivement beaucoup de problèmes de géopolitique. Et je pense qu'effectivement, bon, c'est peut-être un peu naïf de le dire comme ça, je pense que le monde serait un endroit plus pacifique si on savait tous un peu plus sur les autres. Et attention, dans les deux sens, parce que quand je vivais aux Pays-Bas, je fréquentais beaucoup de Néerlandais surtout, très peu de Marocains qui vivaient là-bas. Parce que les Marocains qui vivaient là-bas, en général, sauf la deuxième génération qui est brillante, enfin il y a des gens brillants dans la deuxième génération, la troisième, mais les primo-arrivants ne connaissaient rien de l'endroit où ils arrivaient, et ils ne voulaient pas s'y intéresser, et ils avaient des préjugés terribles sur les Néerlandais. Et je discutais avec eux, je me rendais compte que des deux côtés, il y avait une ignorance terrible. Il y avait la plupart des Néerlandais, heureusement pas tous, qui ne savaient pas grand-chose de ces gens qui étaient là, arabo-musulmans, tout ce qu'on veut, mais que dans cette communauté arabo-musulmane, on ne savait pas grand-chose. Vraiment des choses extrêmement... pendant 11 ans,
j'avais une petite amie qui était la fille d'un pasteur protestant, le pasteur d'Amersfoort, Daltonstraat, je l'ai dit pour la postérité, Nieuwekerk. Mais ce que j'ai jamais vu une famille, le pasteur, ses 2 garçons, sa femme Hayley, les 2 garçons et les 2 filles, dont l'une était ma petite amie. J'ai jamais vu une famille, comment dire, aussi agréable, aussi morale. C'est des gens qui n'avaient pas de télé, mais le samedi, ils jouaient du bar à la maison. Le gamin, il faisait du piano, la mère, elle faisait un truc qui s'appelle fagot en anglais, je sais pas comment ça. Et en néerlandais, une fille qui faisait des violoncelles. Je pensais des soirées, mais d'une élévation d'âme, si j'ose dire, extraordinaire. Et ensuite, quand je rencontrais des Marocains des Pays-Bas, ils me disent, mais les Hollandais n'ont aucune moralité. Ils n'ont aucune moralité. Ce sont juste des matérialistes, des jouisseurs. Je dis, mais si vous étiez avec moi vendredi dernier, vous ne diriez pas ça. Donc, des 2 côtés, il y a une ignorance. Et c'est si on comblait ce fossé, ce que vous faites ici, en fait, d'une certaine façon, bien sûr, le monde irait beaucoup mieux, aussi au plan géopolitique. Dernière question. Oui, est-ce que ça marche? Voilà. Non, c'est juste, je voulais réagir parce qu'un peu plus tôt, dans les réponses aux questions, vous avez réagi sur un peu une question d'ensemble par rapport à la connaissance, au fait d'enseigner des choses qui relèvent de la culture, des grands auteurs, etc. Et puis aussi de promouvoir un peu justement un échange dans le thème de l'endroit où on est entre l'Orient et l'Occident. Et vous avez vite fait mentionner Internet. Et je me dis, est-ce que peut-être il n'y aurait pas quelque chose à creuser de ce côté-là, dans la mesure où ça nous offre un moyen qui est quand même inédit dans l'histoire, de promouvoir et de fabriquer un échange entre des gens sans intermédiaire, si besoin, ou avec des intermédiaires très variables, très adaptables. Oui. Est-ce que ça ne mériterait pas d'être creusé plutôt que presque, c'est pas une accusation que je renvoie à vous, mais je veux dire de manière générale, dans peut-être les sphères universitaires intellectuelles, de rejeter ça au nid du complotisme et à ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y aurait pas le risque d'abandonner ces espaces à ce genre de discours, à ce genre de pauvreté intellectuelle, en fait, oui, alors qu'on pourrait les investir pour développer ça? Écoutez, c'est vraiment une très bonne question. Mais alors, moi, je vous donne mon point de vue. Évidemment, je me méfie profondément d'Internet. Il m'est arrivé d'écrire Internet, virgule, cette catastrophe. Point. Réellement. Parce que, d'abord, il y a tout, réellement tout sur Internet. Donc, mais comment s'orienter dans ce fouillis? C'est ça le vrai problème. Je disais tout à l'heure en plaisantant, sur Internet, Napoléon était une femme. Je vais vous dire pourquoi je dis cela. C'est le principe d'autorité, et dans le bon sens du terme. Il y a 30 ans, si vous, personnellement, vous étiez intéressé par Napoléon Bonaparte, vous vouliez vraiment écrire quelque chose sur Napoléon Bonaparte, vous savez où se trouve l'information? Elle se trouve dans une université. Vous allez à l'université de Genève, par exemple, vous allez au département d'histoire, et vous demandez au doyen quel est votre spécialiste de Napoléon. On va dire c'est Madame Untel, Monsieur Untel. Prenez rendez-vous, vous asseyez avec, et vous avez tout ce qu'on sait sur Napoléon Bonaparte qui est vrai, entre guillemets. Il est né en 1769, il est mort en 1821, il a épousé Joséphine, toute son histoire, la bataille d'Austerlitz, le plateau, machin, tout, et vous avez l'autorité qui en parle. Bien. Aujourd'hui, si on vous demande de faire un travail sur Napoléon Bonaparte, vous allez sur Internet, Google, Napoléon Bonaparte, clic. Et qu'est-ce qui va apparaître? Il n'y a plus aucun principe d'autorité. Il y a quelqu'un qui va affirmer froidement que Napoléon s'appelait Germaine, c'était une femme, en fait, et qui n'est pas née en 1769 parce qu'elle ment sur son âge, elle est née en 1761, et en plus c'était l'amante du Murat, enfin, n'importe quoi, mais avec une force d'affirmation qui est encore plus forte que celle du prof de Genève, qui lui, en fait, n'est même pas dans cette histoire. Donc, le vrai problème n'est pas d'investir, vous avez raison, d'investir, on est déjà là. Si vous regardez ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on prononce, les MOOC ou les MOOC, les MOOC, ces espèces de massive online, whatever, cursus, etc. Toute la science, tout le savoir humain est déjà là. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est comment orienter, en particulier des jeunes, dans cette espèce de fouillis qui est là-dedans. Sur Internet, moi j'ai beaucoup utilisé Internet pour écrire ce livre. J'avais pas accès. Avant, j'aurais dû aller, par exemple, je cherche la fameuse lettre à la grande duchesse de Toscane.
J'aurais mis 3 mois pour la trouver. J'aurais dû aller à la bibliothèque rue Richelieu à Paris, la BN, rentrer dans un endroit poussiéreux, tirer un tiroir, essayer de trouver, aller voir la dame gentille ou revêche devant moi. Ah, monsieur, ce document, non, il n'est pas là, il est parti à Montauban chez le professeur Tournesol, il faut attendre qu'il revienne. Je reviens un mois d'après, le bouquin arrive, il est déchiré à la page exactement dont j'avais besoin. Maintenant, je fais lettre. Galilée, lettre à la grande duchesse d'Oscar, tac, tac, oh, j'ai le texte en italien, j'ai le texte en français, j'ai le texte en anglais, c'est formidable. Mais il faut une ligne, il faut savoir s'orienter, il faut savoir comme Ulysse qui s'attache au mât du navire pour ne pas se faire entraîner par les sirènes, il faut éviter d'aller à gauche ou à droite, rester concentré sur son sujet et savoir reconnaître l'autorité, ce qui est très compliqué. Donc, encore une fois, faute de mieux, l'autorité, c'est l'université. C'est-à-dire réellement, si vous prenez quelques sujets que ce soit, par exemple la physique quantique, dont on a d'ailleurs parlé hier, aujourd'hui avec Marie-Laure, sur la physique quantique, vous allez, si ça vous intéresse, vous cherchez qu'est-ce qu'a publié monsieur ou madame, le grand professeur de physique de Genève ou de Stanford, MIT, etc. L'autorité, elle est là. Mais c'est difficile parfois. C'est l'heure, c'est midi quasiment. On n'a jamais fait aussi long, je crois. Je suis un grand bavard. Je suis désolé, mais on aura envie de continuer après ce magnifique plaidoyer, non seulement pour les Arabes, mais pour l'intelligence humaine, le vivre ensemble, la connaissance, l'histoire, la philosophie, et j'en passe. Un grand merci. Quand on a en fait Saad-Tazi et Foy de la Rue, des conteurs en plus, que des personnalités de ce type-là. C'est vraiment un grand plaisir et je vous remercie d'avoir accepté d'être avec nous et à vous d'avoir été présents. Et comme l'a dit Marie-Laure, je fais un grand bonjour aux personnes qui nous suivent depuis l'étranger, notamment le le Liban. Ah, c'est un joli lapsus, hein, parce que le bilan est positif. Non, il dépose... Et ça, c'est encore autre chose. J'aurais envie de dire couper. Merci, bon appétit.